c'est un robot théâtral avec des bras articulés façon dessin animé. Alors je précise que c'est pas un distributeur de pizza. Il y a vraiment des gestes qui sont reproduits que pourrait faire un pizzaiole. Il est là le truc. On crée deux choses. On a créé à la fois des robots qui sont capables de cuisiner des pizzas devant les clients et en même temps un restaurant le plus autonome possible. Honnêtement, mais dans la restauration rapide, on est encore dans les temps modernes. C'est-à-dire qu'on est dans la taylorisation du travail. On demande à une brigade de personnes de faire des gestes qui sont enchaînés les uns derrière les autres. Je pense qu'il faut être insouciant pour prendre ces décisions par moment de ta vie, de faire des choix. C'est-à-dire que si je mets du rationnel sur ces choix, tu le fais pas en fait. Donc, et ça a été une évidence en fait. Et du coup, à partir du moment où ça devient une évidence, tu oublies le rationnel. Tu oublies que tu connais rien à la foot, tu oublies que tu connais rien à la tech et que tu vas te lancer dans une aventure hors norme quoi en fait. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Alors, tu es le CEO de Pazzi, oui, qui est le créateur d'un robot à pizza. Alors, je précise que c'est pas un distributeur de pizza. J'ai eu la chance hier soir d'en déguster quelques-unes avec toi dans un de tes restaurants. C'est assez spectaculaire parce que c'est un robot théâtral avec des bras articulés façon dessin animé. Je me souviens de ce truc-là où dans le Tex Avery où il sort le bras pour brosser les dents comme ça, voilà. Ou des robots de voiture, ça peut aussi également ressembler à des robots de voiture. Vous distribuez ce robot qui permet de faire une pizza en 47 secondes. C'est bluffant. Et surtout moi qui suis un dingue de pizza, j'ai trouvé ça d'abord bon et sans te brosser dans le sens du poil. C'est franchement objectif. Ensemble, on va tenter de comprendre la combinaison et pourquoi tu t'es lancé dans ce projet fou. Alors je dis fou pourquoi ? En italien, fou, ça se dit pazzo. Au pluriel, forcément, c'est Pazzi. Ça a l'air d'un projet fou, mais c'est... Alors en plus, hier, ce que j'ai vu, c'est que ce qu'on voit, c'est minuscule par rapport à l'arrière-boutique et l'ingénierie qu'il y a derrière. On est vraiment dans la robotisation. Avant de décrire ton parcours et celui de Pazzi, on va zoomer sur toi. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur toi ? Oui, j'ai 49 ans. Quelque part, j'ai 2 grandes parties de carrière. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie de la beauté. Jusqu'à mes 45 ans. Donc ça, c'est à travers à la fois, j'ai entrepris assez tôt. En fait, j'avais la soif d'entreprendre. Donc j'ai travaillé dans une petite PME où j'ai lancé des marques en fait au tout début de ma carrière. Puis après, je me suis mis à mon compte. J'ai continué à lancer des marques cosmétiques en France. On va revenir peut-être plus en détail après. Et après, j'ai fait 11 ans dans un grand groupe, donc j'ai fait un autre virage, c'est-à-dire que toujours dans la cosmétique, mais je suis parti chez L'Oréal, donc là, je suis rentré dans une autre dimension, le leader du secteur, une boîte plus que centenaire, hyper performante. Et donc, 11 ans un très beau parcours, mais après, la soif de réentreprendre, ça me démangeait et je suis reparti donc du coup faire une expérience d'1 an dans un fonds d'investissement dans le but de m'immerger finalement dans le secteur des startups. Et là, il y a un miracle au plein milieu de l'année, il y a 2 jeunes ingénieurs qui tapent à la porte et qui disent avoir inventé le premier restaurant autonome au monde avec des robots qui cuisinent devant les clients des pizzas. Et là, 3 jours, j'en dors pas et je décide de Mais à la base, on va y revenir, hein. À la base, ils sont venus te voir pour les financer ? Oui. Ah oui. Ouais. Et en fait, le fonds n'a pas investi. Il investira plus 3-4 années après. Mais le fonds n'a pas investi. Moi, j'ai investi.
Et 6 mois après, je quitte le fonds pour les rejoindre en tant que CEO. Et donc là, c'est la deuxième partie de carrière, c'est un grand bloc, parce que en fait, je rentre dans 2 secteurs que je ne maîtrise pas. Un, c'est le food, 0 expérience, et la tech. Pire encore pour moi, où j'ai jamais été... j'ai pas de formation ingénieur et autres, et donc voilà, je rentre dans 2 secteurs totalement, et en plus qui sont un peu opposés, parce qu'on en parlera effectivement. La rencontre de la mécanique et de l'organique, c'est vraiment des contraires qu'il faut rassembler, et ça, il y avait des vrais défis autour de ça. Alors, si on revient en arrière, t'es né où ? Je suis né à Paris. T'as grandi à Paris Plutôt côté de Versailles. Voilà. Quel genre d'enfant et d'enfance ? Calme, sans, on va dire, sans histoire, tu vois, dans une banlieue plutôt bourgeoise, Chennai, Versailles, donc c'était bien avec une fratrie, on était un grand frère, moi j'étais au centre, position assez intéressante, souvent la position du milieu, elle absorbe pas mal de choses, elle observe, et très rapidement, on va dire, peut-être de l'âge de 12 ans, je sais ce que je veux faire en fait, je veux entreprendre, je veux travailler dans le secteur économique, voilà, créer de la valeur. Tes parents étaient dans l'entreprise ? Mon père, oui, était cadre supérieur. Ma mère était plutôt profession libérale, chirurgien dentiste. Il n'y avait pas de figure, effectivement, d'entrepreneur autour de moi. Quand j'y repense, effectivement, même au sein de ma famille, non, en fait, mais j'ai rapidement, je pense, les lectures, etc., les cheminements intellectuels, l'idée aussi d'autonomie, d'indépendance, et de créer de la valeur, faire quelque chose quelque chose un petit peu, prendre son destin en main, c'était quelque chose qui était assez fort chez moi, assez tôt. Les études ? Les études, après les bacs, les études supérieures, c'est un master en sciences de gestion, et puis après un master de droit des affaires. En fait, j'ai voulu compléter, étonnamment, je pensais que le droit des affaires allait compléter mon parcours pour devenir un meilleur entrepreneur. Donc, je discute bien avec les avocats, ça va, mais bon, est-ce que c'est le meilleur parcours ? Pas sûr, mais en tout cas, oui, ça m'a complété ma formation initiale. Donc, immédiatement après l'école, tu rentres directement dans la partie cosmétique ? Oui, par hasard. Hein. Ouais, un hasard, en fait. Je rencontre à Londres quelqu'un une boîte qui venait de racheter une célèbre maison de couture qui s'appelait Carven. Et qui avait une activité complètement annexe de produits solaires. Et il s'appelait une marque qui s'appelait Malibu, qui fonctionnait bien au UK. Et le hasard, en fait, ils m'ont dit, mais tu connais pas quelqu'un qui pourrait développer cette marque en France ? Et je dis, oui, je vais chercher. En fait, je me suis proposé. Et j'ai démarré comme ça, seul. Ils m'ont dit, ok, démarre et on va voir si ça marche, on te prend. Et voilà, et j'ai ouvert les premières portes de la grande distribution. Donc en fait, j'ai fait 8 ans, mes premières armes, c'est vraiment dans le milieu difficile de la grande distribution, ou à placer ses produits, à conquérir le marché. Seul, hein. Ouais, au départ tout seul. Et faisant mes preuves, après ils m'ont dit viens, on va te trouver un bureau. Donc j'ai démarré, c'était un peu étonnant, j'ai démarré avec un bon salaire et au rond-point des Champs-Élysées. Donc voilà, pour un début de carrière, c'était pas pour mes premiers jobs, c'était là. C'était parmi les robes de haute couture. Moi j'avais un bureau pour développer une activité qui n'avait absolument rien à voir. Mais bon, il m'avait prêté un bureau là-bas et j'ai démarré. Et j'ai ouvert la grande distribution. C'était quoi, de la crème solaire ? Ouais, c'était une marque de produits solaires qu'il fallait imposer au marché, il fallait rentrer, pénétrer le marché. Voilà, c'est les premières armes. Je connaissais pareil. Alors c'est un peu ce qui me ressemble dans la case, c'est que forcément les premières études, premier job, on connaît pas. Mais effectivement, je rentre dans un business que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que la grande distribution, c'est très neuf pour moi. J'ai pas eu d'apprentissage. J'étais pas accompagné par quelqu'un qui m'allait me dire comment faire. Donc il y avait quand même d'un côté le produit. Bon, la crème solaire, tu vas à mon avis faire vite le tour. Ouais. Mais donc tu as le produit que tu connais pas du tout. Ouais. Et en plus, tu as le métier d'aller vendre en grande distribution dans les centrales d'achat. Ça, c'est quelque chose aussi qui est... Pour arriver à maîtriser, tu dois te prendre des portes au début. Et, c'est quoi ? Il y a un numerus clausus, c'est-à-dire que tu vas discuter avec très peu de centrales pour pouvoir distribuer, ou c'est par région honnêtement, c'était épique, hein, parce que c'est une école qui est extrêmement difficile. Hein, c'est une école de la négociation, c'est un rapport de force qui est totalement... Surtout quand t'es petit. Tout petit, tu n'existes pas, totalement inversé. Voilà, et donc je me suis confronté dans des salles de négociation avec 6 personnes devant toi, et t'es tout seul, etc. Donc c'était une sacrée école, quoi, pour apprendre. Et effectivement, voilà, donc tu fais, mais après il faut organiser la logistique, il n'y a pas que ça en fait. L'idée de la partie commerciale est une des parties, mais après il faut organiser tout le marketing qui est autour, toute la supply, tout en fait. Et et c'est ça que j'ai aimé en fait. Je pense pour être profondément un généraliste.
et donner de la vertu à cette valeur-là d'être généraliste. Souvent, on aime en France les spécialistes, les rois du marketing, les rois du commerce. J'ai souvent dit que je suis bon dans le généraliste, en fait. Je suis resté 4 ans. 4 ans. Et après, on va dire divergence avec la direction. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Et là, je m'aperçois qu'il y a une marque, probablement à l'époque la première mondiale, qui est une marque américaine qui s'appelle Copperton, qui était le leader mondial, notamment contesté, un tiers du marché aux États-Unis, qui n'était pas en France. Et là, je me dis, bon, je connais 2 choses, la grande distribution, je connais les produits solaires, je vais taper à leur porte et je vais leur dire, je vais m'occuper de vous. Et miracle, ils ont accepté. Et du coup, j'ai pris la marque pour le marché français, pour la déployer. En plus ou Là, j'ai créé ma société. D'accord. Donc à ce moment-là, vraiment, j'entreprends au sens, je quitte la société anglaise où j'étais. Et là, je crée ma propre boîte. Mais tu pouvais pas distribuer Malibu et Copperton. Non, j'avais terminé l'histoire de Malibu. D'accord. Et là, vraiment, je me lance sur une marque. Et là, vraiment, qui est déjà installée, où il fallait réécrire une nouvelle histoire. Il fallait voir les angles d'attaque. On est quand même en France, là, chez L'Oréal et chez Beiersdorf. C'est vraiment deux grandes boîtes qui tiennent tout le marché du solaire. Et il fallait Beiersdorf, c'est qui ? C'est Nivea. Ah oui. Voilà. D'accord. Et ils avaient tout le marché. Et la petite histoire, c'est finalement cette aventure-là qui m'a fait rentrer chez L'Oréal quelques 4 ans après. D'accord. Voilà. Et là, je dois vraiment organiser les choses. J'avais pas de support, j'avais rien, il fallait tout faire. L'Oréal, c'est une aventure exceptionnelle, en fait. 11 ans, assez exceptionnelle parce que d'abord, on y rentre difficilement, on y rentre bien post-études. Plus compliqué quand on a 30 ans. Parce que c'est des sociétés qui ont des cultures qui sont très fortes. Et donc là, je rentre dans un monde d'excellence, en fait, où notamment dont je retiens essentiellement la qualité des gens. Je me souviens toujours d'un des grands DRH de l'époque qui disait « Nous, les HEC, tout ça, on les a tous. Nous, on veut quelque chose de plus que ceux qui font des grandes écoles. On veut des parcours uniques. Et fondamentalement, c'est ce que j'ai rencontré. Ce que je peux retenir au-delà de la qualité de la boîte, c'est la qualité des individus. Et là, je fais 3-4 jobs. C'est marrant parce que ce que tu dis, c'est que ces boîtes qui sont quand même effectivement des boîtes d'excellence, ils sont pas bons pour rien, quoi. Non, ils sont pas bons pour rien. Puis fondamentalement, on sait qu'à la fin, ce qui compte, c'est les individus. C'est pas le produit. Le produit, on peut le modeler de différents types de façons, quoi. Et c'est vrai que c'est une boîte qui dure, en fait, quand on prend un peu de perspective. C'est une boîte qui a plus de 100 ans. Il y a peu de boîtes. Si tu regardes mondialement les nombres de boîtes qui sont là depuis 100 ans, qui ont stable, qui est en croissance, il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, c'est une aventure qui est très internationale. Je rentre là, alors je garde la cosmétique, mais je rentre dans un nouveau secteur qui est le luxe. En fait, je passe de la grande distribution au luxe, donc j'ai pas fait de partie. Chez Lancôme, c'est ça ? Je rentre d'abord au Travel Retail, une superbe école. C'était la meilleure école à l'époque chez L'Oréal pour apprendre, entreprendre aussi, et beaucoup d'autonomie. On était vraiment en charge de notre propre business unit. Au départ, je m'occupe de 3 pays pour la marque Lancôme, et 2-3 ans après, on me confie toute l'Europe et le Moyen-Orient. Pour tout le secteur qu'on appelle Travel Retail, pour Lancôme et pour Kiehl's, qui était une marque aussi qui venait de racheter à l'époque. Et là, c'est une très grosse équipe, beaucoup d'équipes terrain, et un vrai apprentissage culturel. En fait, j'avais un nombre de pays qui était hallucinant à gérer. Et donc, chaque pays, c'était... En Asie ? Non, il y avait toute l'Europe, Moyen-Orient, IMIA. Donc, et là, du coup, tu gères des approches culturelles très différentes. Tu disais Lancôme, pour moi, je me trompe peut-être, mais Lancôme, c'est un peu le Pierre Cardin pour moi, c'est pas une marque qui est... je me trompe peut-être, c'est pas une marque qui est hyper à la mode, je sais pas, non ? Lancôme c'est un des leaders. Enfin, c'est une marque aujourd'hui les plus vendues mondialement dans le secteur du luxe et en soins. Et puis en plus, ils ont fait une révolution. Il y a eu des patrons de marques qui sont venus et qui ont vraiment fait des choses absolument incroyables sur la marque. Mais c'est vrai que peut-être en France, et encore, c'est quand même en Asie, ça se vend, c'est incroyable. Non, c'est une marque absolument incroyable. Et Kiehl's, c'était vraiment le petit marque avec un autre modèle aussi. On était sur un modèle qui était retail, qui n'était pas les modèles d'origine de L'Oréal. Donc il fallait aussi apprendre à mettre en place une stratégie sur ce type de marque. Et peu de temps, à bout de 3 ans, je pars après en direction générale. Je viens directeur général adjoint de la marque Giorgio Armani. Donc là, je pars sur une autre sphère qui est une marque mondiale. Hyper intéressant, une marque. Ils ont Giorgio Armani comme marque. Oui, mais sur la partie parfum, cosmétique, etc. Mais c'était la deuxième marque du groupe de luxe en taille.
faisait à l'époque 600 millions d'euros. Et voilà, et après j'en repars, on a approché le milliard. Donc c'était une superbe aussi aventure parce que là, du coup, tu apprends un autre type de management. Tu vois, tu dois convaincre des pays, tu dois convaincre, tu dois avoir des stratégies qui sont mondiales. Tu as aussi la capacité, ça m'a servi toute ma vie après, de voir le monde et d'absorber des informations sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde, en fait. Et en fait, les fondamentaux sur on va dire comment les gens réfléchissent, quels sont les grands fondamentaux de consommation, que ce soit en cosmétique ou en food, c'est la même chose, en fait. Et donc, appréhender le consommateur en Chine, aux États-Unis ou ailleurs, ou aux Émirats, c'est hyper intéressant. Et donc, ça a été une très, très belle expérience. Et après, il me propose de prendre la direction de la division luxe pour l'Asie du Sud-Est. Et donc là, c'est le départ pour Hong Kong. Alors quand on est cadre, c'est le Graal. Parce que là, c'est l'expatriation, on l'attend tous. Bien placé, bel appart, bon école payée, salaire sans impôt en plus à Hong Kong. Enfin, tout le monde attend ça à un moment donné. Alors, plus ça va, plus les grands groupes coupaient les politiques d'expatriation. Et nous, le Real en avait encore. Tu étais célibataire à l'époque ou... Non, famille, 3 enfants. Ah oui. Et là, donc il y a le choix aussi, est-ce qu'il faut y aller, tous ensemble, donc, etc. école française pour les enfants. Alors au départ, je décide de partir seul. Ouais. Et à ce moment-là, on me contacte dans un fonds d'investissement pour que je vienne les aider à construire tout un pôle de beauté. Et je m'étais dit toujours une chose, si tu dois partir, il faut que tu partes quand ça soit le meilleur moment de ta vie. Et j'arrive, je touche le Graal et je décide de partir. Donc je reste quelques mois à Hong Kong, je fais plein de choses entre l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Et en quelques mois, c'était hyper intense. Mais je repars. Et là, je démissionne. Donc là, c'était un acte fondateur pour moi parce que t'as 45 ans, en général, c'est là où t'es dans ton confort, t'as du mal à partir à 45 ans, t'as le confort des grands groupes. Quand tu travailles dans un groupe qui est numéro 1, tu te dis tout ce qui est par ailleurs, forcément, c'est que du numéro 2 et c'est moins bien. Alors, et c'est là où je décide de partir. Donc, quand tu dis partir, tu pars, tu acceptes de partir à Hong Kong, tu fais quelques mois à Hong Kong. Ouais. Quand tu dis partir, je démissionne. Je démissionne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi comme tu dis, à un moment, tu es à le Graal, tu es expat, tu as un bon salaire, tu n'es pas encore lassé parce que tu viens d'arriver, c'est encore passionnant, j'imagine, ouais. À moins que la vie te plaise pas du tout. Qu'est-ce qui fait que tu quittes, comme tu dis, tu vas être numéro 2, mais en fait, c'est même pas numéro 2, c'est que tout ce que tu vas trouver derrière, ça va être moins bien, quoi. Oui. Plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que j'ai jamais cherché de boulot. J'ai cette chance. Tous les jobs sont tombés au fur et à mesure. Et j'ai pas beaucoup changé au final. Tu vois, il y a un parcours qui est assez avec peu de boîtes. J'ai jamais eu la fièvre de changement tous les 2 ans, comme on peut voir de temps en temps. Et donc, jamais cherché. Mais je savais qu'il fallait que je revienne à mes premiers amours à l'entreprise. Et j'avais peur d'une chose, c'est le confort. J'avais un beau statut, je voyais en business class, tout allait bien, mais je me dis c'est trop confortable ça. Et ça, si je reste dans le confort, je vais m'enfoncer dedans, et à 55 ans, je vais passer le reste de ma carrière à protéger mes arrières et à pas me mettre en risque. Oui, mais tu restes, alors d'après ce que j'ai lu, tu restes quand même directeur L'Oréal Luxe, c'est ça? Ouais. Asie du Sud-Est. Ouais. Donc autrement dit, c'est quand même dans les hautes sphères de L'Oréal. Ça commence à être bien, oui, ça commence à être bien. Tu aurais pu faire ta... J'aurais pu, mais je m'enfonçais, je pense, dans un confort que je ne voulais pas et j'avais besoin de me mettre en risque. Vraiment, c'est quand même, on n'a qu'une vie et à un moment donné, il faut se mettre en danger. C'est quelque chose qui est courageux, que je ne comprends pas, moi, parce que je ne l'intègre pas. C'est-à-dire que quand tu as, si tu veux, et on va en parler sur Pazzi, etc., à un moment, quand ça va trop bien... toi tu te dis je vais m'installer dans un confort et finalement ça ne peut aller derrière, ça va psychologiquement, ça ne peut aller que plus mal parce qu'une fois que tu as atteint le sommet, tu vas redescendre. C'est ça que c'est peut-être voilà. Ça et puis on en parlait tout à l'heure, je suis très attaché à mes idéaux et en fait à ce que je voulais être quand j'étais jeune. Ouais. Et je veux le faire en fait et je me suis dit, voilà, j'ai toujours voulu entreprendre, de maîtriser mon destin et je sais qu'à un moment donné je vais plus maîtriser mon destin. Toutes les façons, dans toutes les grandes boîtes, quand tu as 40 ans, quand tu as fait une longue carrière, on va dire un minimum de 10 ans, tu te poses cette question, qu'est-ce que tu fais? Et en général, tu pars pas.
c'est difficile. Si tu pars, tu te fais chasser par un simili, c'est-à-dire le concurrent proche et qui va te chasser. Là, il y a un petit mouvement à l'âge de 40 ans ou 45 ans. Mais partir pour te mettre vraiment en risque, c'est assez rare. Et j'avais besoin de ça. Aussi. Mais parce qu'il y a l'argent. Et effectivement, tu as un train de vie. Le train de vie, tu peux pas changer, tout chambouler. Et là, il y a quand même, il se passe aussi une chose, c'est qu'on vient me chercher aussi dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y a... Là, c'est Otium. Là, c'est Otium. Donc, c'est un family office de Pierre-Édouard Sterrin, celui qui a créé Smartbox. Il vient me voir, il me dit, écoute, je veux que tu nous rejoignes. Tu as 1 an pour sourcer des équipes d'investissement à investir dans le secteur de la beauté. Je veux vraiment qu'on crée un pôle beauté au sein d'Otium. Et derrière, si tu trouves une boîte dans laquelle toi, tu veux t'investir en tant que patron, on y va ensemble. Et voilà. Et donc, je pars sur... Et là, je me dis, bon, du coup, là, il y a un vrai intérêt. Je prends moins de risques parce que du coup, j'arrive financièrement à retrouver. Donc, je perds tout ce qui est statut autour du leader, mais je repars sur une nouvelle aventure. Et là, je découvre un deuxième monde, qui est le monde des startups. En fait, que tu côtoyais pas. Quand tu es dans un grand groupe, les startups, c'est un peu lointain quand tu es opérationnel, travail, voilà. Et donc là, je découvre tout un écosystème. Et on commence à être dans les années où en France, il se passe énormément de choses. Ça bouillonne sur la création de boîtes. Et on est en quoi là ? Et là, on est en 2015. 2016, pardon. 2016. Ok. Donc, c'est l'année 2016. Et donc là, avec les équipes d'investissement, on fait 4 investissements dans des belles boîtes. On investit dans Merci Andy, La Beauté, Oh My Cream et même cosmétiques. Très belles aventures, franchement des très beaux dossiers et qui aujourd'hui réussissent très bien. Et voilà, je passe là. Et à ce miracle, ce que je racontais au tout début, donc de ces 2 ingénieurs qui tapent à la porte en plein milieu de l'année et qui disent voilà, on a besoin d'argent, on a un projet un peu fou. Et moi, je me suis dit, ce projet, je veux en faire partie. Alors, on y va, on y arrive. On va y arriver. Tu quittes L'Oréal pour aller chez Otium. Tu es assez spécialisé sur la beauté quand même. Ouais. Finalement, les 2 mecs qui vont venir te voir pour le robot à pizza, c'est presque une erreur. Ils n'ont pas à venir là en fait. Ils n'ont pas à te rencontrer. Puisqu'ils cherchent de l'argent. Ok, vous êtes un fonds, oui. Mais toi, tu es assez spécialisé, donc normalement, ils n'auraient pas dû te rencontrer. Alors, normalement, ils n'auraient pas dû me rencontrer. Comme quoi, c'est dingue. Hein. Et c'est un hasard, en fait. Il y a un hasard absolument incroyable. Et je me souviens toujours, c'est des gens, Cyril et Sébastien, de fondateurs absolument incroyables, parce qu'ils sont complètement fous et en même temps assez modestes. Et ils présentaient leur projet, puis ils présentaient leur organisation l'année d'après, en 2017, et ils disaient, voilà, ils se retiraient d'un cran parce qu'ils voulaient absolument que quelqu'un vienne les aider, pour les épauler. Et voilà, je me suis imaginé dans ce rôle tout de suite, en fait. Il y a un moment donné où tu sais que c'est ça pour toi, et ça a été une évidence, en fait. Et du coup, à partir du moment où ça devient une évidence, tu oublies le rationnel. Tu oublies que tu connais rien à la food, tu oublies que tu connais rien à la tech, et que tu vas te lancer dans une aventure hors norme, quoi, en fait. La rencontre, elle se passe comment ? C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils te montrent une vidéo, ils te montrent quelque chose, hein, qu'est-ce que... Au départ, en fait, ça se fait en 2 temps. Ils parlent du projet et après, ils m'emmènent dans leur laboratoire. Donc, ils avaient un entrepôt dans le 77 et ils avaient placé le robot. Il était caché derrière des draps. Très secret. Et du coup, ils me font goûter leur pizza et ils me montrent un robot qui... Et ce qui était très étonnant, c'est que non seulement c'était hors de mes compétences au départ, mais c'est en plus hors de ma sensibilité. C'est-à-dire que moi, j'ai une sensibilité sur le foot qui est très très fort, très émotionnel. Et le robot, pour moi, c'était pas générateur d'émotions, c'était l'antithèse de l'émotion, le rapport à la nourriture, à l'organique. Et pourtant, il s'est passé quelque chose de très fort et d'émotionnel finalement, en fait. On parle d'émotion en ce moment, et qui a fait que je me dis, c'est alors, ça. On l'a vu hier soir, donc, et je posterai vidéo en note de l'épisode. Donc d'abord, il y a des grands gestes, c'est pas un robot... c'est pas une machine à pizza dans lequel c'est un distributeur de pizza. Il y a vraiment des gestes qui sont reproduits que pourrait faire un pizzaiole. Oui. On va le détailler, etc. Mais ils ont une pièce pour eux. Je parle des robots, ils ont une pièce pour eux. Il y a encore cette gestuelle. Quand tu as vu ça, il y avait déjà cette gestuelle. Il y avait quelque chose comme ça, ou c'était plutôt des robots beaucoup plus simples, quoi.
Alors, il n'y avait pas le décorum que tu as pu voir hier, mais il y avait tout, en fait. C'est en ça qu'ils ont été hyper visionnaires, c'est que dès le départ, en fait, ils avaient un pitch hyper simple. Ils voulaient faire de bonnes pizzas accessibles à tout moment pour tous. Et avec des robots visibles. Et ce qui était peut-être compliqué, parce qu'au début, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis rentré sur ce sujet, c'est qu'il y avait un vrai sujet de complexe d'acceptation. Assumer des robots qui allaient cuisiner devant les clients, c'était du coup changer non seulement le paradigme de la restauration, mais en même temps aussi la robotique. La robotique, quand tu crées un robot, tu ne cherches pas à être esthétique. Quand tu mets des robots dans les usines, tu cherches de la productivité, tu ne te poses pas la question du cahier des charges de l'entertainment. Tu ne te dis pas comment je les place, quel mouvement je vais lui donner pour que ça soit divertissant pour le public. Donc poser déjà cette équation-là sur la table était déjà une équation, parce que si tu es dans une esthétique, forcément tu ralentis tes gestes, etc. Donc il y a plein de sujets qui viennent se superposer par rapport à ça. Et en ça, ils ont été hyper visionnaires. Alors, si tu veux, on s'est contacté, et hier on en a discuté, je t'ai contacté parce que je t'ai entendu sur une émission sur BFM, et quand j'ai entendu ça, tout de suite, j'étais en voiture, tout de suite je suis allé au bureau, je suis allé sur YouTube, j'ai vu les vidéos et je trouvais ça impressionnant. Hier soir, quand je suis rentré à l'hôtel, ma femme m'a téléphoné, elle m'a dit c'était sympa, etc. Et elle est dans la restauration, on en a parlé. Et je lui ai dit quelque chose qui, pour moi, résume un peu tout. Elle me dit, c'était comment ? Bon, évidemment, la pizza était bonne, mais ça, je te l'ai dit. Et je dis, ce qui est marrant, c'est que c'est pas un robot pour faire un robot. C'est un robot qui reproduit les gestes d'un pizzaiole, en fait. Il est là, le truc. C'est-à-dire que vous avez analysé, et c'est peut-être ça le concept de base, vous avez analysé comment fonctionnait un pizzaiole. Après, tu vas me raconter le champion du monde, etc. Mais c'est ça l'idée. Plutôt que de faire quelque chose d'industriel, et c'est là qu'on vous attend, en fait. C'est-à-dire qu'on vous attend sur le spectacle et on vous attend sur le goût. Et le goût, il n'y a pas de raison que si on refait exactement les gestes que fait un pizzaiole, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas le goût, en fait. Oui. Alors, le goût, c'est un vrai défi, parce qu'effectivement, il faut non seulement reproduire les gestes du pizzaiole, mais il faut aussi que ta pâte, ton sourcing, tout ce qui fait une bonne pâte soit présent. Mais c'est vrai que les défis étaient absolument colossaux, en fait, pour résoudre justement cette équation et ce défi technologique. Ils ont travaillé 7 ans sur le projet. Ils avaient une sorte de roadmap. Est-ce que, quand vous t'as dit « Ok, je fonce avec vous », quelle était la roadmap pour arriver à sortir ? Aujourd'hui, vous avez 2 magasins, enfin, vous avez 2 restaurants et vous lancez très prochainement la franchise. Quand ils sont venus te voir et que tu t'es dit « Ok, je plonge avec eux », à part de l'argent, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as pu leur donner comme idée supplémentaire pour pouvoir bien industrialiser, etc. le truc, quoi. Il y a 2 questions. Qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que j'ai pu donner au départ, et puis il y a l'histoire de la roadmap, en fait. Pour être très honnête, la roadmap, elle a changé tous les ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le principe de la startup, de toute façon. Voilà, tu penses y arriver en 1 an, tu en mets 2 ans, tu penses faire telle chose en 3 ans, tu en mets 4. Et d'autant plus que tu es sur un domaine qui n'existe pas par ailleurs. C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est que tout ce qu'on fait, on s'est retrouvé dans des situations où il n'y avait pas des pairs qui derrière, avec lesquels on pouvait discuter, d'autres boîtes qui on disait comment tu fais, etc. On va dire un contenu, une connaissance, un savoir-faire préexistant. On fait de la robotique dans tu l'as vu hier, dans des niveaux de chaleur qui sont de plus 400 degrés. On fait de la robotique aussi à moins 20 degrés. Personne ne le fait aujourd'hui. Donc, du coup, trouver des solutions, des gens qui existent. Alors peut-être tu peux aller voir la NASA, peut-être, mais on n'avait pas de contact là-bas. Mais honnêtement, il n'y a pas de boîte sur ces secteurs. Donc il y a déjà un terreau où c'est compliqué, il faut apprendre, il faut faire soi-même, d'où le fait que tu as constamment une roadmap qui se modifie. En revanche, ça n'empêche pas, si ta roadmap se modifie, ton objectif et ta ligne c'est le chemin qui change. Mais derrière, on sait où on va, et ce qu'on a produit en 2019, qu'on a sorti en ouvrant le premier restaurant, très proche de ce qui était réfléchi en 2013. C'est ça qui est un petit peu nouveau. Quand moi je suis arrivé, forcément, je vois un potentiel. Mais avant de voir un potentiel, je vois surtout une invention incroyable. En fait, à un moment donné, tu te poses toujours ces questions de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Et à ce moment-là, j'avais besoin dans ma vie de faire d'abord de quelque chose d'ultra complexe. J'ai besoin de challenge. Et j'ai trouvé 2 complexités. La première, technique, et la deuxième, culturelle. C'est-à-dire comment demain,
les robots vont s'insérer dans notre quotidien. Comment on va le faire? Comment on va interagir? Quelle est notre relation? Et j'avais d'ailleurs appelé au départ le nom de la startup, j'avais tagué derrière en dessous Robots in the City, c'est-à-dire demain, les robots dans les villes, c'est quoi? C'est quoi ce monde de demain? Et j'avais besoin de faire un projet qui était dans cette veine-là, c'est-à-dire de pas sortir la prochaine crème, pas sortir le prochain parfum, faire quelque chose qui était vraiment radicalement porté en soi une innovation radicale. Et l'idée de participer à une aventure dont tu te dis peut-être ça va rater, hein. On le sait, hein, destin des startups, 95%, tu te prends un mur. Mais si tu as ces 5%-là et que tu veux faire partie d'une histoire et que tu réinventes non seulement une industrie qui est la restauration rapide et tu réinventes un rapport à la robotique, une place des robots dans les villes de demain, je serais content de ma vie, professionnelle en tout cas. Et en plus, l'autre chose, c'était hyper simple à expliquer aux enfants. J'avais un mal fou à expliquer à mes enfants ce que je faisais quand j'étais chez L'Oréal. Et là, quand je fais ce boulot, c'est plus simple. Je leur dis, je suis pizzaiolo, ça marche. Et donc, il y avait aussi une histoire à écrire là-dessus. Donc, je vois le potentiel. La question, oui, c'était sur le potentiel. Et après, la monétisation, tout ça, on la voit très rapidement. Mais tout ça va changer avec le temps. C'est-à-dire tes équations économiques, ton robot, tu pensais le faire à tel prix, il augmente, etc. Tu sais déjà que la market size est énorme. Oui. Tu sais que c'est vraiment un produit qui est... c'est pas un produit de niche, quoi. Enfin, je parle de la pizza. Hein. Ah oui, alors tu sais que tu travailles effectivement sur le plus gros marché. Donc tu sais que tes fondamentaux, ils sont bons. Tu sais que, on le sait, on a vu très rapidement, dès que je suis arrivé, on a mis en place, on a commencé à améliorer le produit, la pizza, parce qu'à la fin, tu te dis, les gens vont venir pour le robot probablement au début, mais ils reviendront que si c'est bon. Donc il faut absolument... Donc ce qui est mis en place au départ, probablement, mais j'ai fait 2 choses en 3 mois, c'est mettre en place un chef, parce que si le produit était pas bon, ça n'allait pas fonctionner. En plus, on est en France, on a une sensibilité à la nourriture qui est très très forte. Et deuxième chose, je fais rentrer des investisseurs. Et c'était le moment, ça faisait 7 ans qu'ils vivaient serrés la ceinture, du crédit impôt recherche, des aides BPI, ce qu'on appelle des fonds Friends and Family, enfin des aides autour. Il fallait rentrer un petit peu dans une autre dimension, faire rentrer la boîte dans une autre dimension. Donc j'arrive en janvier 2017 et on signe en avril, enfin dans les mois d'après avec des investisseurs. Donc ça a été assez rapide, on les rencontre, enfin on lance la levée de fonds 3 mois après. Et probablement, 2 mois avant, je fais rentrer le chef. Donc, en fait, les 2 premiers actes, c'est autour de ça. C'est-à-dire de pérenniser l'avenir de la boîte en se faisant accompagner d'investisseurs et faire rentrer un chef dans l'équation. Il fallait faire rentrer de la restauration le plus tôt possible. Mais les deux jeunes, enfin les 2 roboticiens, ils avaient déjà une structure ou c'était juste... il y a une structure. Ils ont monté une structure qui s'appelait à l'époque Ekim, qu'on a renommée la Pazzi Robotics. Ouais. Qui a été créé en fin 2013. Donc tu prends des parts direct? Là, je prends des parts, j'investis. Ça, c'était en 2016, quand à l'époque où chez Otium, où je crois au projet, j'investis. Et puis, voilà. Donc, et après, je rentre, je passe 100% de mon temps à partir de février 2017. Et à ce moment-là, on est 6 personnes. Voilà. Aujourd'hui, on est 35, mais au départ, on était 6. Il y avait un robot au centre, et puis on se dépatouillait avec 6 personnes. Alors, explique-moi un peu, et on va expliquer surtout qu'est-ce que c'est. Parce que même si y a des vidéos, explique-moi ce que ça peut faire, explique-moi qu'est-ce que c'est comme produit. Alors, je te pose la question, mais j'ai déjà la réponse, forcément. Mais c'est pour les auditeurs, vas-y. Alors, en fait, on crée 2 choses. On a créé à la fois des robots qui sont capables de cuisiner des pizzas devant les clients, et en même temps, un restaurant le plus autonome possible. C'est-à-dire que les clients peuvent commander à travers différents types de canaux, bornes de commande, web app, plateforme de livraison. La commande passe directement au robot qui gère et qui va gérer tout le cadencement de ces commandes et qui va préparer la pizza de A à Z, ce qui est très nouveau, ça. Il y a nos concurrents qui sont essentiellement aux États-Unis ne font pas ça. Après, il va aplatir la pâte, il va faire un pâton d'abord, il va aplatir la pâte, il y a 3 types de sauces qui sont disponibles, il va l'étaler devant les clients, sa sauce, il va poser les ingrédients, jusqu'à 35 ingrédients disponibles sur la pizza. Alors, je vais zoomer un tout petit peu sur ce que tu dis. Alors d'abord, parce que je l'ai visité, il va préparer la pâte, c'est-à-dire qu'en fait, la pâte est préparée en labo, etc. Ensuite, il va l'étaler. Il va faire le pâton. Ouais. Il va l'étaler. Il va ensuite étaler la sauce. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il étale pas la sauce avec une sorte de tuyau, de tuyau qui, voilà, c'est qu'il y a vraiment comme si c'était une cuillère qui va étaler la sauce comme le ferait un pizzaiole. Oui. Ensuite, donc tu dis, tu vas mettre les ingrédients. Exactement. Il va doser en fonction de la demande du client, de la commande. Exactement. Donc il va doser avec exactitude les ingrédients, sans waste. Et après, il va mettre au four.
il va gérer ses cuissons, très important. Tu peux imaginer, on a un four à cuisson sur pierre avec 6 emplacements. Dedans, tu auras des pizzas qui ont des besoins de cuisson qui sont très différents. Donc là, pareil, on a conçu notre four nous-mêmes. En fait, tout a été conçu de A à Z. Donc on a dû concevoir un four qui avait la capacité d'individualiser chacune des cuissons. Et une fois qu'il a cuit, du coup, il n'y a pas de déperdition d'énergie parce qu'il va ouvrir son four qu'au beau moment. Il va placer la pizza dans un carton, la découper, et après elle sortira dans une des bornes de retrait qui va s'illuminer pour que le client. Donc le client, en fait, étonnamment... Mais on le voit, c'est comme un pizzaïolo, c'est-à-dire qu'il y a une pelle qui va venir chercher la pizza, qui la met dans une boîte, qui referme la boîte et qui la coupe avant, avec un mouvement de couteau, donc vraiment. Et ensuite, elle va arriver dans la boîte, dans la box, qui va être le tunnel, je sais pas quoi, la borne de retrait, sur laquelle les clients vont retirer. Donc en fait, à partir où le client a commandé sur retrait, le système est totalement 100% autonome. Mais il est autonome d'une manière assez spectaculaire parce qu'il va aussi gérer ses erreurs. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que un système classique de machine travaille en séquence, c'est-à-dire qu'il va passer d'une séquence à l'autre sans retour possible. Notre robot, il peut faire des retours. Il peut rejeter une patte s'il la considère. On l'a vu hier. Il a rejeté une pâton parce qu'il y avait probablement un trou. Du coup, il lance lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lance une commande. Il va lui-même générer une autre commande pour la compenser. Il va presser la pâte de façon différente s'il juge que la pâte elle se rétracte trop. Donc, il y a une vraie intelligence entre eux. En fait, j'appelle souvent, on a les bras qui sont les bras du robot, qui sont les bras du pizzaiolo, et le cerveau du pizzaiolo est remplacé par nos logiciels. Des caméras de vision, des logiciels assez sophistiqués, et qui vont du coup interagir constant, en dialogue, pour effectivement faire des allers-retours sur la cuisine. Donc on est vraiment sur une conception d'une cuisine complexe, sur un produit qui est complexe, parce que la pâte, c'est un des sujets les plus compliqués. Faire honnêtement un robot pour faire du café, c'est simple. Faire de la pâte, c'est super compliqué. Le produit, il évolue constamment. Et donc cette maîtrise-là nécessite finalement une appréhension dynamique et très différente des systèmes traditionnels. Mais j'ai bien compris la rencontre, mais c'est deux. Alors c'est Cédric et c'est ça Cyril et Sébastien. Cyril et Sébastien. Et donc Cyril et Sébastien, quand ils ont imaginé le robot, cette gestuelle, etc., c'était vraiment dans leur roadmap de base, ou parce que ils auraient pu faire quand on voit, c'est spectaculaire, mais c'était beaucoup plus facile de faire le truc avec des tapis roulants, etc. Pourquoi avoir imaginé ce côté théâtral ? Parce qu'ils sont fous, probablement. Et parce qu'ils pensaient qu'il fallait créer de l'émotion, il fallait que ça passe par là. Probablement, déjà, quand tu vas au restaurant, s'il y a deux types de restauration où tu vois le cuisinier, c'est soit le japonais, soit l'italien avec le pizzaiolo. Donc il fallait quelque part revenir dans... En fait, l'idée, c'est comment tu innoves en gardant ce que j'appelle des traditions et des socles de tradition. Donc ton habitude, c'est de voir le pizzaiolo au centre. Pourquoi pas faire la même chose ? Et ils sont partis tout de suite là-dessus. Ils ont même été jusqu'à mettre des systèmes de sauce où le robot, il allait prendre un poivrier, mettre du poivre sur la pizza de façon hyper élégante. Ils avaient tout développé. Et ça, c'est unique. Et donc, ils ont passé du temps à regarder des vidéos de pizzaiolo qui étalaient la sauce tomate pour reproduire les gestes. Ça prend du temps. Parce que prendre une louche et pour pouvoir l'étaler sur une sauce, ça peut paraître simple, mais c'est hyper complexe, mécaniquement. Donc, en fait, il y a beaucoup de complexité dans tout ça. De toute façon, si c'était un simple tapis roulant, on serait peut-être pas là déjà, toi et moi. C'est vrai. Ouais. Combien de temps pour faire une pizza ? 47 secondes, là, on l'a dit. Mais entre le moment où je commande et le moment où je l'ai dans mon assiette ? Alors, c'est 5 minutes. Mais si on commande ensemble, la deuxième sortira à 5 minutes plus 47 secondes. Donc, effectivement, parce qu'en fait, il a 3 bras, le robot, et l'ensemble des modules permettent de paralléliser, en fait, et donc, il y a une sorte de balai constant de pizzas qui se font les unes derrière les autres, ce qui fait que toutes les pizzas sortent après toutes les 47 secondes. Mais pour faire une pizza, il faut 5 minutes. Combien de pizzas par heure ? 80. Tu sais combien est le record du monde détenu par un pizzaiolo de Domino Pizza ? Ah, tu le sais toi alors ? Oui. C'est quoi ? 133. 133, d'accord. C'est pas... Alors après, je sais pas si le mec il a fait... Seul ? Alors oui. Ou en équipe ? Parce que Domino, ils sont souvent en équipe.
Alors, je sais pas, il s'appelle Jeff Zagros, je l'ai trouvé sur Internet. D'accord. De toute façon, c'est un concours organisé chaque année par Domino Pizza. Maintenant, ce que j'ai pas, c'est savoir s'il fait à chaque fois une margarita. Donc la margarita, c'est fromage et tomates. Ou alors, parce que vous, c'est 47 secondes, c'est 80 pizzas par heure, mais ça peut être 80 pizzas différentes. Oui. Alors que lui, je sais pas si ça peut être 80 pizzas différentes. La clé, elle est là. Après, il pourrait faire, mais après, ce qu'il fait pas des erreurs. En fait, le problème, c'est qu'en fait, l'intérêt de la robotique, c'est qu'elle se trompe pas, et c'est qu'elle peut maintenir aussi les 80 sur 24 heures. Je suis pas certain que Jeff, il peut le faire sur 24 heures. Ouais. Pendant 7 jours de suite. Alors, parlons de la garniture. Là, c'est le seul truc qui est hors de vision du client. Mm-hmm. Et je voudrais que tu m'expliques pourquoi. Alors d'abord sur le choix des... On a passé moins de temps, parce que quand même les défis technologiques étaient de 7 ans sur la partie, on va dire, robotique, software, mécanique. Mais on a quand même bien passé facilement 2 ans à trouver les bons ingrédients. À se rapprocher des bons moulins pour la farine, à trouver nos fournisseurs en Italie, en France, etc. Parce qu'on avait une vraie volonté. Et effectivement, c'est peut-être la chose que j'ai appuyée le plus quand je suis arrivé, c'était aussi de se dire, il faut qu'on monte au-delà de la bonne pizza, il faut que le sourcing il soit de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que de l'organo. On est dans un monde où il faut bien manger, bien sourcer, avoir du bio, aller chercher de la pêche durable et des bons produits. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et effectivement, Cyril et Sébastien ont passé pendant 3 ans à essayer de doser des ingrédients. C'est un système hyper complexe. Et en fait, le module se trouve finalement à l'arrière, donc était peu visible, avec un système robotique qui n'était pas forcément des plus esthétiques. Et donc, on a décidé de ne pas montrer cette partie. Et comme en plus, elle est extrêmement brevetée, il y a aussi une histoire de propriété un petit peu intellectuelle. Parce que le dosage des ingrédients nous permettra demain de faire des soupes, de faire des smoothies, on peut faire plein de choses. En fait, on dose tout type d'ingrédients. Aujourd'hui, on est capable de mettre du pistou, tout type de fromage, des viandes, des légumes, des poissons, des calibres extrêmement différents. Alors que, effectivement, quand tu regardes ce que j'appelle moi les systèmes séquentiels qui sont par ailleurs, ils sont obligés de te faire des produits extrêmement normés en termes d'offres, c'est-à-dire tu as des rondelles de la même taille, etc., parce que tout le dosage est un dosage beaucoup plus industriel, alors que nous, finalement, on arrive à doser des ingrédients avec des calibres et des formes qui sont très, très différentes. Et c'était le but, en fait, aussi, on savait que la perception d'un robot pouvait être très standard, pouvait provoquer une image très standard du projet, donc il fallait absolument déstandardiser la perception. D'où les gestes, d'où le fait d'avoir des pizzas. Si tu fais 10 rennes, il n'y en a aucune qui se ressemble, parce que à la fois nos ingrédients, ils ne sont pas de la même dimension, etc. Ils sont découpés différemment les uns des autres. Et deuxièmement, en plus, on dépose aléatoirement les ingrédients dans la pizza. Donc tout ça fait que ta pizza, elle est unique. Et tu fais par exemple des anchois ? Non, on ne fait pas d'anchois. C'est compliqué ça aussi. Ça peut être compliqué. L'œuf, c'est sûr, on ne le fait pas. Voilà, c'est un produit liquide, on n'arrive pas à le faire. Et l'anchois, probablement, on pourrait le faire. On pourrait. Ça signifie on fait des capres, tu vois, mais c'est pas le même format, mais on arrive à faire de la capre. Oui, ça signifie que il faut formater le produit en amont. Pas tellement en fait, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que à part 2-3 produits type l'œuf et autres, on prend tous les produits, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de formater. Ton seul formatage, c'est ta volonté de se dire que... Non mais le jambon par exemple, tu peux pas, il faut qu'il soit précoupé quoi. Oui, mais tu peux pas couper une tranche de jambon. Enfin, si, tu pourrais le faire, mais après, il y a plus de limite, quoi. Tu as raison, mais contrairement à la restauration rapide qui fait des formats de timbre, qui mesure exactement précisément et qui a un découpage extrêmement précis, nous, on est sur une liberté en fait de calibre et de dimension qui est extrêmement vaste. Et ce qui du coup te donne beaucoup plus de possibilités le jour où on va partir à l'étranger. Par contre, il faudra de toute façon acheter les ingrédients chez vous parce qu'il faut qu'ils soient compatibles avec les machines. Oui, mais ce que il faut que ça soit compatible mais en même temps, on peut s'offrir beaucoup d'ingrédients. Donc, ça nous permettra d'avoir du sourcing local le jour où on partira aux États-Unis et d'avoir des belles aventures sur ce qu'on fait. Oui. Est-ce que, par exemple, je sais pas, en termes de cuisson, comment vous calculez si hier on a parlé par exemple, je sais pas moi, des champignons qui dégagent plus d'eau, comment vous faites si vous avez des ingrédients qui demandent plus de cuisson? Tu peux ajouter tes ingrédients. Ça marche par combinaison, vous adaptez ou il y a une sorte de lecture de la pizza ou Pour l'instant, il n'y a pas une lecture. On a des combinaisons, on a des recettes au sens où on sait que certains ingrédients dégagent plus d'eau, comme tu le sais, comme le champignon notamment, il dégage de l'humidité, etc. Donc on adapte. On a la capacité dans le four d'adapter
au sein de chaque pizza une capacité à adapter la cuisson et l'humidité. En revanche, l'année prochaine, on va lancer un Creator, c'est-à-dire une capacité de faire n'importe quel type de pizza. On va probablement arriver à des combinaisons de 5 millions de recettes différentes. Et là, il faudra lancer un algorithme qui permettra de calculer la bonne cuisson. Si on ne va pas s'amuser à préparamétrer les 5 millions de recettes, c'est pas possible. Donc ça, c'est un des chantiers pour l'année prochaine. Là, vous avez 2 pilotes, c'est-à-dire deux restaurants. Quel est le but j'imagine la franchise et de vendre le robot. Mais c'est quoi ? C'est aujourd'hui, c'est de proposer quoi ? C'est de leur dire, voilà, aujourd'hui, on a une pizza autonome sans quasiment pas de personnel. Quel est le deuxième argument, à part de dire que c'est spectaculaire, quoi, et que les pizzas sont bonnes ? Alors, au départ, tu avais 2 arguments qui étaient ceux-là. C'est-à-dire que tu vivais une expérience totalement différente, inédite, avec des bons ingrédients et en totale autonomie, sans les contraintes classiques de la restauration. Avec la pandémie, est arrivé un autre argument. Alors, quand je parle des contraintes de la restauration, c'est la difficulté à opérer, le détail. Parce qu'effectivement, en fait, nous, notre vision, c'est d'offrir une solution plug and play. C'est demain que tu n'es pas restaurateur, tu places ton robot, on te le branche, et tu as une solution, tu as un restaurant qui opère. Et ça, c'est très neuf. Normalement, quand tu prends un concept de restauration, tu passes facilement 3 mois en formation, etc. Nous, en 5 jours, tu peux être capable d'opérer ce restaurant. Donc ça, c'était la vision inédite. La pandémie a créé un phénomène qui est radical, c'est que tu as les employés ont juste jeté leur tablier. En fait, tu as eu 237 000 personnes qui sont parties de leur job en France en un an. C'est colossal. Et la même chose sur tous les pays dans le monde entier. Il y a, pour des raisons dont on pourrait évoquer, un retrait de cette profession. Et c'est un métier difficile. Métier difficile, pas bien payé, parce qu'en fait, l'équation économique, c'est pas parce que les patrons s'en mettent plein les poches, c'est juste que l'équation économique, elle est compliquée. Les patrons gagnent, l'artisan ne gagne pas forcément plus d'argent. C'est juste, l'équation est difficile. Et surtout la pizza, parce que c'est pas. Il y a des chaînes, évidemment, tout ça, mais sinon, un pizzaiole, un restaurant de base, ou un snack, ou un camion. Bon, le camion, ça serait peut-être difficile en robot, quoi. Mais j'ai pas l'impression que les pizzas, ce sont des trucs hyper rentables, même si la pizza elle-même est rentable, c'est-à-dire que c'est pas cher, ça se vend toujours 10, 12 euros, etc. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte 1 euro ou 2, peu importe, mais c'est pas générateur de 400 couverts, c'est pas des boîtes qui font des fortunes. Non. Donc, sauf les grands franchiseurs qui sont... Oui, voilà, c'est ça ce qu'on dit. Il y avait cette statistique absolument magnifique où si tu avais investi il y a 10 ans dans Domino's versus Apple, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent sur le cours de l'action de Domino's que n'importe quel type de GAFA. Donc le franchiseur, lui, quand il a un business model qui fonctionne bien, peut gagner des fortunes. Ça ne veut pas dire que tous les franchisés en gagnent. Et effectivement, aujourd'hui, donc, il y a une pénurie de l'emploi, parce que aussi, notamment, les gens, savoir, c'est des conditions de travail qui sont difficiles. Tu travailles dans les heures où tes copains, ils sont en train de manger entre eux et toi, tu es là au fourneau. Et que ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, pour les jeunes, il y a d'autres possibilités de job. C'est-à-dire que tu peux prendre un vélo pour faire de la livraison, tu peux aller faire un site web si tu es un peu doué sur Internet. Il y a plein d'autres possibilités de métiers. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui n'attire plus. Donc, il y a une statistique aux États-Unis qui est absolument éloquente, qui date de cette année. 91% des restaurateurs sont prêts à automatiser leur restauration. 91%. C'est colossal. C'est-à-dire que l'automatisation, de toutes les façons, tu peux le faire simple. L'automatisation, elle a conquis tous les secteurs d'activité. C'est le sens de l'histoire. Je ne crois pas, avec le niveau de connaissance technique qu'on a, qu'elle arrivera dans la restauration classique, honnêtement, mais dans la restauration rapide, où déjà le travail est processé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la restauration rapide, quand si tu as été dans des grandes chaînes de restauration rapide, on est encore dans les temps modernes. C'est-à-dire qu'on est dans la taylorisation du travail. On demande à une brigade de personnes de faire des gestes qui sont enchaînés les uns derrière les autres. Pas de raison qu'un robot puisse pas faire ça. Pour vous, il le fera mieux de toutes les manières. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis 5-10 ans, et de tout ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, la robotique s'est invitée dans les cuisines. C'est-à-dire qu'on a une capacité de coder, de faire des choses avec le matériel qui est disponible aujourd'hui en termes de capteurs, etc., qui nous permet de faire de la robotique dans les cuisines. Il y a 15 ans, ça n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, il y a une possibilité technologique de le faire. Et maintenant, c'est la course sur les startups qui arriveront le plus à le faire. Mais d'abord, c'est sûr que malheureusement, d'abord, ça répond, effectivement, tu viens de le dire, à une baisse d'envie de bosser dans ce secteur. Ça répond à un problème de stabilité, parce que moi, j'ai tenu dans mon activité, dans ma vie, un restaurant pendant 8 ans. C'était une brasserie, c'était tout con, mais des fois, tu dis à quelqu'un,
les gars, si vous ouvrez une boîte de raviolis, dégueulasse ou pas, vous la bouffez le 1er janvier ou le 31 décembre, vous la rachetez, elle a le même goût. Tandis qu'un chef cuistot, c'est un moment, c'est lutter contre la stabilité, contre le goût stable, c'est difficile. Voilà. Ensuite, effectivement, quand tu vois, alors je sais plus moi, les fast-food par exemple, une friteuse, la friteuse, tu balances tes frites à l'intérieur. Quand c'est terminé, le plateau se lève, le sel arrive. Ça évite des frites trop salées, ça évite des frites trop cuites. C'est pas vraiment un robot très complexe, mais ça permet de lutter contre l'erreur. Oui. Votre système, effectivement, ça va offrir de la stabilité, même si vous avez rajouté le côté aléa, etc., des ingrédients. Mais aujourd'hui, la question que je pourrais me poser, il y a donc évidemment, on a parlé de la market size qui est énorme. Une boîte comme Domino Pizza, elle emploie énormément de personnes en back office, pour pouvoir créer les pizzas. Oui. Si elle a les moyens d'abord de vous racheter 10 fois, elle a les moyens de créer 10 robots, mais ce que vous avez fait, vous, c'est quand même assez complexe pour ce côté théâtral, mais on pourrait faire quasiment la même chose, beaucoup plus simple, avec des tapis, etc. Pourquoi elles ne le font pas aujourd'hui ? Parce que c'est difficile. En fait, tu as des barrières à l'entrée technologique qui sont immenses. Je pense que tu l'as vu en venant hier soir. C'est pas simple. Les bras, c'est ce qu'il y a de plus simple à coder, mais tout le reste, effectivement, en fait, ces grands groupes, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir effectivement la stabilité du produit. C'est-à-dire que où que tu ailles dans ton Domino's, tu retrouves une stabilité d'une pâte à pizza, peu importe si tu l'aimes ou pas, mais il faut que ton produit, tu le retrouves et que tu assures des cadences qui soient très importantes. Aujourd'hui, chez Domino's, ils ont des rythmes d'abord qui sont, avec leurs coéquipiers, qui sont beaucoup plus élevés que nous, ce qu'on peut faire. Ils sont capables de sortir 200, 400 pizzas par heure. Oui, mais bon, toi, elle en sort 300 par jour, je crois. Oui, par jour, mais eux, c'est par heure. Et 200 combien ? Ils peuvent sortir 200, 300 pizzas dans l'heure. Donc, ouais, ils sont ça capables fait de robots, quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, les barrières sont immenses. Ma conviction, c'est que d'ici 10 ans, 2030, le gros de la restauration rapide sera automatisé. Le gros. Soit avec des robots collaboratifs, soit avec des robots totaux. Donc, on n'est qu'au début du marché. Et à la limite, tant mieux, parce que ça donnera beaucoup plus d'emplois pour les restaurateurs traditionnels ou les filières de la gastronomie, qui, eux, ont besoin, effectivement, d'avoir ils ne peuvent pas être remplacés par de la robotique. Quoique, il y a 2 semaines, j'ai donné une table ronde avec un grand chef qui racontait que lui, il utilise des robots depuis très longtemps, mais c'est d'autres robots. Mais c'est quand même des robots. En fait, c'est quoi un robot, en fait ? C'est quoi pour toi c'est quoi un robot ? Un robot, qu'est-ce que c'est ? Un robot, c'est une machine qui peut faire ce que je pourrais faire automatiquement, ou qui pourrait faire ce que je peux pas faire aussi. Enfin, voilà. Donc chez toi, tu as bien un robot ? T'as un robot ? Ah ben chez moi j'ai alors oui pas le Magimix, mais je sais plus comment ça s'appelle là, le truc là, le Thermomix, voilà. Thermomix. Donc les robots, ils sont déjà là, en fait. Les gens, en fait, c'est ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je suis rentré dans ce projet, c'est qu'intellectuellement, ça pose plein de questions, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes robots sont visibles, ça te questionne sur ton rapport à la robotique, mais tout ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on porte sur nous est fait par des robots, c'est juste qu'ils sont cachés dans les usines. Et en fait, pourquoi aujourd'hui ton Thermomix te pose aucun problème, et que tout d'un coup, j'ai des gens qui me posent des questions sur la présence de robots dans la restauration ? C'est une question de temps, ça. Et en fait, aujourd'hui, l'automatisation, elle va arriver. Il faut bien la faire. C'est pour ça qu'on porte beaucoup d'intention aux produits qu'on y met. Mais c'est un mouvement. C'est plein de questions. Alors, d'abord, le robot, on imagine le robot qui est à la maison, qui fait le ménage, etc. Bon. Aujourd'hui, un petit aspirateur, c'est un robot, mais on le voit pas comme ça. La voiture électrique, la voiture autonome, qui est pas encore autorisée en France, mais qui va aller, pendant que toi tu vas avec ta femme au resto, tu lui dis va te garer, et qui revient quelque part, c'est un robot. Oui. Elle va conduire à ta place et aller se garer et revenir. Bon, tout ça, ça fait rêver. Ce qui ne fait pas rêver, alors après, c'est peut-être aussi la faute des gens qui nous dirigent. Quand on voit par exemple Anne Hidalgo qui est devant un distributeur de billets, qui te dit moi mon rêve c'est que on enlève ce distributeur et qu'on remette une personne. Bien sûr, quand on parlait tout à l'heure il y a 2 minutes du péage en Italie d'ailleurs, c'est moins que nous. En Italie, il y a encore des gens au péage. Chez nous, il y a quasiment que des distributeurs de tickets ou de rendu de monnaie. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé au robot ?
c'est peut-être aussi un problème social, c'est qu'à un moment, le robot, il se plaint pas, il travaille 24 heures sur 24, il tombe en panne, mais pas plus qu'en maladie, il se met pas en grève, et puis il y a pas d'entretien, quoi. Voilà. Il est là, le truc. Est-ce que tu te... Mais c'est pas pour ça que vous voulez... On a à peu près le même âge. Est-ce que tu te souviens des caisses automatiques? Oui. Il y a 15... il y a encore, hein. Non, mais cette époque. Il y a 15-20 ans, Oui. les personnes qui travaillaient dans les caisses de la grande distribution, on disait que c'était le pire travail. Honnêtement, hein, je me souviens encore, on jugeait que c'est un travail qui est pas simple, voilà, c'était l'équivalent du poinçonneur des Lilas de Gainsbourg. Et quand les caisses automatiques sont arrivées, tout d'un coup, tout le monde s'est offusqué. Oui, c'est le dernier rempart à l'humanité dans un grand magasin. C'est le seul contact qu'on peut avoir, etc. Et aujourd'hui, en fait, il faut pas penser le monde de façon unilatérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des caissières, il y a aussi des robots, il y a les deux. Puis il y a des magasins qui font tout en automatique. Mais même quand c'est en automatique, il y a des gens qui sont là pour aider pour les caisses. Il y a de tout. D'abord, ça marche mal. Ça dépend. Tu vas chez Decathlon, c'est fantastique. Tu poses tes objets et c'est incroyable. Tu mets tes objets, ouais, c'est t'as le prix. C'est vrai. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je veux dire, c'est que la techno est là. C'est qu'est-ce que t'en fais en fait. Est-ce que tu veux pas la regarder? Est-ce que tu veux faire comme effectivement Anne Hidalgo, remplacer à la mairie le photomaton par mettre un photographe toute la journée qui attend que tu prennes ta photo d'identité parce que les photomatons c'est pas joli et c'est des machines. C'est quoi une machine en fait? Est-ce que tu veux aller voir chaque grand constructeur automobile en disant on va revenir en arrière, on va prendre des robots? Aujourd'hui la techno est là, qu'est-ce que tu fais? Et ça n'empêche pas. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une migration des emplois. Nous, on peine, comme toutes les boîtes, ici on est à Station F, va questionner les entrepreneurs, et pour trouver des développeurs informatiques, c'est la croix et la bannière. Il y a juste un moment donné, un mouvement qui est en train de se passer, et qu'il faut accompagner ce mouvement. Nous, on a créé 35 jobs quand même dans cette boîte, avec des ingénieurs, on a derrière les industriels qui fabriquent, c'est d'autres métiers, en fait. Et donc, c'est ce transfert de métier. Le problème aujourd'hui, c'est comment t'aides un pays à faire cette mobilité. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui demain était caissière, mais il peut pas coder du jour au lendemain. Quoique, tu vois bien, Xavier Niel, il y a des projets sur des écoles 42 où tu apprends peut-être en quelques mois à coder. Donc aujourd'hui, il y a des capacités aussi à changer de métier. Mais c'est compliqué. Et ce que doivent plutôt faire nos politiques, c'est plutôt créer des conditions favorables à cette migration vers les nouveaux emplois. À donner les capacités à quelqu'un qui a 50 ans de changer pour passer. C'est ça qui est difficile. C'est très compliqué. Non, mais toute la question, c'est de savoir si, par exemple, la tech crée ou tue l'emploi. D'abord, il y a aussi un mouvement, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va dire demain qu'elle tue l'emploi qu'on va s'arrêter pour préserver l'emploi, parce que on est dans un monde mondialisé. Si nous on n'avance pas, d'autres avancent. Mais c'est des discussions qu'on a assez régulièrement, de se dire si à un moment, est-ce que, prenons ton cas, vous créez 35 emplois pour créer des machines, pour les mettre dans des restaurants qui peuvent être tenus par une personne, là où il y aurait peut-être 3-4 personnes qui pourraient tenir le restaurant. Donc, quelque part... Mais on a, Frédéric, la réponse. En fait, il suffit de... Après, on pourrait dire que l'IA ou l'ordinateur tue aussi les chercheurs, etc. Et l'iPhone, il a tué toute l'industrie des appareils photo. Bien L'iPhone, sûr. tu prends plus de photos. Enfin, c'est anecdotique, la prise de photos. Mais si tu regardes aujourd'hui, économiquement, il y a des rapports qui ont été faits, je sais plus si par McKinsey, par un autre, il y a quelques années. Les pays les plus robotisés, c'est pas ceux où il y a plus de chômage. Aujourd'hui, les plus robotisés, c'est la Corée, c'est l'Allemagne. Ils sont robotisés au niveau industriel de façon beaucoup plus importante que n'importe quel autre pays. Les taux de chômage sont faibles. Donc, il n'y a pas de lien, de corrélation entre l'automatisation d'un pays et sa robotisation et le chômage. Aucun. C'est factuel. Donc, on peut pas obligé de débattre sur. En fait, la techno, c'est effectivement, en fait, toute innovation crée de la destruction. Enfin, c'est Schumpeter, la création destructrice, forcément, mais elle n'est pas que dans la techno. Tu crées un business model qui marche, tu crées un restaurant qui fonctionne, ton voisin, derrière, il périclite. Parce que quoi, tu as fait une meilleure pizza que l'autre, du coup, les gens ils viennent chez toi, ils viennent plus chez lui, donc il est obligé de virer des personnes, peut-être. Donc, en fait, à un moment donné, c'est le modèle en fait de nos sociétés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses qui fonctionnent mieux que d'autres, parce que tu crées de l'innovation, tu crées quelque chose de plus adapté au monde d'aujourd'hui. Voilà. Aussi simple. En fait, il faut pas avoir peur de ça, en fait. C'est cette idée-là, c'est d'accompagner ce mouvement-là, en fait, le mieux possible. Il faut pas en avoir peur, et c'est mes convictions, c'est les convictions de Cyril et Sébastien. C'est-à-dire que quand tu crées quelque chose, il faut bien le faire. De toute façon, c'est pas
Enfin, vous proposez quelque chose, donc c'est pas, vous pouvez pas aujourd'hui dire bon, on sort pas le robot parce que ça va détruire de l'emploi, ça va faire. Enfin, de toute façon, on est dans un mouvement. D'abord, je suis dans un acte de création, Ouais. donc je crée, et effectivement, on est dans un mouvement qui est totalement nouveau, et on n'a fait que créer des emplois jusqu'à maintenant. J'ai vu des prix traîner sur Internet, comme quoi le robot coûte à peu près 500 000. Tu m'as dit hier que quand vous allez le commercialiser réellement, Ça sera 300 000. Ça sera plutôt 300 000. Ça sortira d'ici quoi en franchise d'ici 2 ans? Alors, ça va être un système qui va sortir en licence avec des modèles d'abonnement. Ça va sortir au second semestre 2023. On travaille sur une nouvelle version de robot beaucoup plus petite, 25 mètres carrés, avec des nouvelles fonctionnalités et autres. Voilà. Donc, on est en pleine phase de stabilité et d'industrialisation pour arriver à construire ce nouveau modèle. Donc, j'arrive. Bonjour, Monsieur Goldman. Je voudrais créer une pizza. J'hésite entre votre robot et embaucher un pizzaïol, etc. Pourquoi je prendrais votre robot? Qu'est-ce que tu dirais aux gars qui viennent voir comme ça, quoi? Alors, en général, les gens, ils arrivent à dire, c'est fait très honnête. Ils viennent, ils disent, j'en ai marre, j'en ai ma claque, j'en peux plus. C'est compliqué à gérer. J'arrive plus à recruter ou le matin même, on me laisse tomber, etc., etc. Donc ça, c'est une première raison. Il y a des gens qui viennent pour ça. Il y a d'autres qui sont là en disant qu'est-ce que je fais demain? J'ouvre un Otakos, j'ouvre un éléphant, tu sais, ceux qui font les disques. Enfin, il y a plein d'autres modèles. Il y a des gens qui veulent de la franchise. L'éléphant bleu, donc ils regardent et ils viennent à un moment donné et puis tiens, ça, c'est nouveau, je veux quelque chose. Donc en fait, il y a plein de possibilités de gens qui viennent. Puis il y a des gens qui se disent qui ont compris l'innovation, l'avenir, les grands fondamentaux. Donc en fait, les demandes sont extrêmement variées. Aujourd'hui, on a peut-être une centaine de demandes par semaine. Donc on est là, c'est de la folie. Depuis plusieurs mois, on a des demandes de partout. Là. Il y a eu un reportage en Allemagne. Là, j'ai au moins 5 demandes tous les jours de l'Allemagne. L'Italie, ça a été exponentiel. Une vidéo qui tombait en Italie, on a eu 600 demandes d'entrepreneurs italiens qui voulaient ouvrir une pizzeria en Italie, ce qui nous n'était pas du tout dans notre roadmap. Pour le coup, l'Italie, on s'est dit, on va laisser la petite pizzeria traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, les demandes, elles sont partout aux États-Unis. C'est absolument incroyable. En fait, on est totalement dépassé aujourd'hui par la demande. Voilà. Et donc, l'argument, c'est de dire, OK, je réponds un peu à la crise de recrutement. Je réponds au départ de mes salariés qui en ont marre de faire ce boulot. Je fais la même qualité. Je fais une meilleure qualité que tout ce que vous pouvez trouver sur le marché. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure pizza, mais je fais une meilleure qualité que tout ce que 80% du marché. Je vous propose demain une solution qui peut opérer 24 heures sur 24. Donc, sans contrainte, extrêmement facile à opérer. Aussi simple que ça. Faisant bonne pizza. Qu'est-ce que ne peut pas faire le robot? Qu'est-ce que le robot ne peut pas faire? Et ne pourra jamais faire. Ne pourra jamais faire. Alors, tu as parlé de l'œuf. Ouais. Okay. Bon, ça peut arriver, quoi. Cela dit, à métro, après, tu peux trouver des œufs frais. Ah oui, mais ça laissera pas le. Oui, tu vas trouver du blanc, du jaune, mais tu trouveras pas évidemment l'œuf à la fin posé dessus, quoi. Ouais. Pour l'instant, il y a peu de choses qui ne peuvent pas faire, en fait. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, en fait, on a mis un petit peu la barre très haute, enfin Cyril et Sébastien, en termes d'ingénierie, pour justement faire toutes les étapes. C'est une bonne question, il faut que je réfléchisse, mais effectivement, là, j'ai pas une réponse immédiate sur ce qu'il peut pas faire. On veut travailler à l'avenir à la capacité de probablement avoir que le robot puisse saisir des objets de façon différente, accroître ses capacités de vision. Donc aujourd'hui, on sait ce qu'on doit faire, donc on n'a pas trop de limites. En fait, alors aussi, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il met, en fait, il assemble. Il ne sait pas cuisiner au sens d'une pure cuisine, tu vois. Il va pas faire des sauces, etc. Il va pas élaborer la sauce. La sauce, elle est déjà prête. Les ingrédients arrivent prêts. Il va les assembler. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on appelle un robot purement cuisinier. Donc, il va pas faire de la gastronomie encore. Par contre, la sauce, c'est pas, ce serait pas le plus compliqué à faire, quoi. Si tu as une base de sauce de toute façon, des tomates concassées, ce genre de choses. Mais par exemple, la pâte ou la sauce, ça pourrait être fait presque sur place, quoi. Ça peut être fait. Effectivement, nous on a choisi pour une meilleure maîtrise de faire dans un endroit la pâte, faite par un pétrin, qui est aussi une machine robotisée. Un pétrin, on a des robots partout en fait. Et effectivement, on choisit une pousse lente et après c'est le robot qui prend le relais.
Alors, vous l'avez fait valider par un chef, un triple champion du monde de pizza, Thierry Graffanino, voilà. C'est d'une part, à mon avis, quand même de la legacy, et d'autre part, vous n'avez pas le choix, en fait. C'est-à-dire que si la pizza est moyenne, ça fonctionnera pas. Donc, vous étiez obligé d'aller sur un segment de bonne pizza, de bon goût et de bons ingrédients. Oui, en fait, c'était au cœur du projet, c'est-à-dire de faire une pizza de qualité. Mais pour ça, il a fallu, et c'est quand je suis arrivé en 2017, c'est plutôt rajouter un chef dans l'équation et dans l'équipe pour venir nous aider. Parce qu'effectivement, tu ne transformes pas un ingénieur en restaurateur, en cuisinier du jour au lendemain. Et il fallait qu'il y ait cette notion, cette expérience de la pizza. Et sur notre chemin, on a trouvé quelqu'un d'incroyable. Thierry, c'est une des meilleures découvertes que j'ai faites ces dernières années. C'est quelqu'un qui a un rapport à la nouveauté. C'est pas un orthodoxe de la pizza. Et aujourd'hui, il y a des clans en fait dans la pizza entre les napolitains et les autres, entre la pizza qui doit être d'une telle manière, etc. Lui, il est totalement ouvert. Il a probablement, c'est un des plus grands formateurs aujourd'hui sur la pizza mondialement. Et il a tout de suite vu quelque chose un potentiel. Il s'est dit, pourquoi pas. Et en fait, je dis souvent, notre robot a été inventé par Cyril et Sébastien, mais c'est l'élève de Thierry. Parce que c'est Thierry qui a affiné effectivement les gestes sur la sauce tomate, qui nous a appris à faire une bonne pâte, et la rencontre était merveilleuse avec lui. Il est toujours là. Et à nous dire, vous vous rendez compte ce que vous savez faire. Un jour, il nous a pris toute l'équipe, il nous a dit, voilà, il nous a remis des pâtons, il nous a dit, faites une pizza, je vous montre comment on fait, faites-le. Et on a tous, impossible, pas su le faire. Il dit, voilà, imaginez comment c'est difficile et ce que vous avez réussi à faire avec un robot. En fait, il vous amène l'intelligence aussi, la façon les recettes et la façon de faire les choses, et le robot. Là, vous tentez quand même d'essayer de reproduire ce qu'il fait au maximum. Ce qu'il fait, mais au-delà, il y a ce que j'appelle moi la phase amont, où tu dois élaborer une bonne pâte, en fait. Et la pâte, alors, on n'est plus du tout dans la robotique, c'est-à-dire qu'on est au départ. Donc, c'est quoi une farine de qualité? C'est quoi un bon pétrin? C'est quoi un pétrissage? Le bon mix, etc. Et lui travaillait à l'époque sur une pâte, une farine d'excellence avec des moulins qui sont juste à côté d'ici, et voilà, l'idée c'est de travailler sur au départ un bon produit. C'est-à-dire tu ne peux pas masquer de goût de ta pizza si tu n'as pas une bonne pâte. Après, effectivement, une fois que tu as ta bonne pâte, comment ton robot va le maîtriser, va aplatir, va gérer ta pâte, ça c'est encore un autre sujet, un autre défi qu'on a réussi à relever. Mais au départ, il faut une bonne pâte. Comment c'est accueilli par la profession? C'est étonnant, mais certains disent on est fini. C'est marrant de 2-3 grands franchiseurs qui sont arrivés à dire c'est fini pour nous, et d'autres regardent plutôt avec beaucoup d'émerveillement en fait, et puis certains il y a des jaloux. Voilà, c'est assez étonnant en fait. On a des réactions souvent quand on entend parler du projet qui sont négatives. Quand on voit le projet deviennent positives, c'est-à-dire qu'en fait les gens voient l'intérêt du projet une fois qu'ils approchent. Il y a plutôt au départ, pour être très honnête, un réflexe de défiance, c'est-à-dire que tu verras, ou peut-être quand tu diffuseras le podcast, moi j'ai eu plein de reportages, il y a des quantités de reportages sur toutes les grandes chaînes. À un moment donné, les reportages sont souvent assez positifs ou neutres, mais derrière, les commentaires des internautes se déchaînent. C'est-à-dire qu'on a eu droit à tout. J'ai eu droit à la fin de l'humanité, à Tricatel, on a vendu notre âme au diable. Le chef s'est même fait, par une fois, violenter dans une grande surface parce qu'il a été reconnu. Il est connu et parce qu'il travaillait pour le diable. Et donc on est facilement dans du fantasme très fort. Mais dès que les gens viennent, la perception change parce qu'il y a de l'émotion, il y a de la passion, il y a tout ça, c'est visible en fait. Ouais, mais tu vois, j'en ai encore parlé hier. J'ai reçu les nouveaux fermiers où eux c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, ça déclenche des passions. Pire que ça, c'était feed. Très bien, la poudre. Anthony au micro dit j'ai reçu des menaces de mort quoi. On parle de bouffe quoi. Et puis surtout, si tu veux, c'est pas qu'on est obligé. C'est-à-dire que si on trouve que ta pizza est pas bonne et si on trouve que le concept est pas bon, on n'est pas obligé de venir manger chez toi. Et tu vas pas tuer. C'est pas le grand remplacement en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres pizzerias. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est, alors, sous couvert du patrimoine français, de la gastronomie, etc.
on laisse pas la place. Moi, si tu veux, on est Marseillais, on en a parlé hier soir. La pizza est particulière à Marseille, elle est très fine, etc. Mais si je vais manger une pizza américaine ou une Domino Pizza, pour moi, c'est différent. C'est très bon aussi. Enfin, c'est bon. Moi, j'aime bien, mais c'est différent. Pourquoi amalgamer en fait, pourquoi ne pas avoir une ouverture d'esprit? Et c'est ça. Et bon, après, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Beaucoup de choses se disent dans les réseaux sociaux. Effectivement, les gens, voilà, se déchaînent un petit peu. Juste un point. On a parlé du remplacement, encore une fois, crise de recrutement, c'est-à-dire qu'à un moment, ça peut pallier à l'embauche d'un pizzaiole ou de plusieurs personnes d'une pizza. Au même titre que moi, je crois profondément que quand les voitures électriques vont commencer vraiment à être majoritaires, l'État va se dire mais on a perdu des ronds, on perd des ronds sur l'essence. Donc à un moment, ils vont peut-être se dire... Sur le parking aussi. Et sur le parking. Et si on taxait l'électricité alors, ça serait difficile, mais bon, on taxe le fuel alors qu'on peut le mettre dans la voiture. Enfin, on taxe l'inverse, plutôt le gasoil, pas le fuel. Est-ce qu'à un moment, donc, on pourrait se dire, finalement, l'URSSAF, pourquoi il n'irait pas taxer un robot, quoi? Alors, il y a un ministre de l'économie que je ne citerai pas qui avait parlé de ce sujet de la taxation robot. Alors, ça m'effraie beaucoup, ça, pour deux raisons. C'est que d'abord... Alors, je vais revenir sur une citation d'une commissaire italienne, européenne, qui avait dit une chose merveilleuse. Elle avait dit: aux États-Unis, on innove, en Chine, on copie, en Europe, on légifère, ou en France notamment. Voilà. Donc, il y a les robots. Avant de se poser la question de ce que ça peut faire, etc., on pense déjà à tous ces sujets-là. Et effectivement, mais déjà, donc on va avoir 36 énarques qui vont essayer de définir ce que c'est un robot. Comme je t'ai dit, impossible. C'est quoi un robot? Ton cobot, est-ce que le robot c'est celui aussi qui répond à tes messages parce que du coup sur ton iPhone tu as des messages instantanés? C'est quoi un robot? Est-ce qu'ils vont oser aller voir nos grands constructeurs automobiles en disant maintenant on va mettre de l'URSSAF sur tous vos robots? Voilà, on va accoucher encore d'une législation qui sert à rien et qui est pas utile, au lieu d'accompagner encore une fois le mouvement, de former les gens, le remplacement. Il n'y a pas de remplacement, il faut juste former les gens au nouveau métier. Il y a un monde qui se crée, il faut l'appréhender de façon positive. Mais effectivement, les gens, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on arrive à avoir ce genre de choses. On est en plein dans Uber qui n'est pas que français. C'est-à-dire que Uber aujourd'hui, il y a en Californie, il y a des jugements, il y a des jurisprudences aujourd'hui qui font qu'on va amalgamer l'indépendant Uber aux salariés. Oui. Chose qui arrive en France. Ça signifie que le concept de base de dire écoutez, si vous avez envie de vous faire des fins de mois sympas, alors que vous êtes taxi, alors que vous êtes je sais pas moi, chauffeur livreur, vous avez une voiture, passez vos soirées, gagnez un peu plus d'argent. On les amalgame à des salariés, donc ça va faire monter le coût de la prestation pour l'utilisateur, pour l'usager. Et est-ce que ça va pas faire peur à des boîtes comme Uber pour dire écoutez, dans ces cas-là les gars, vous savez quoi, gardez vos chauffeurs taxi ici et puis on se casse, quoi. Oui. Alors que le législateur légifère, il n'y a pas de problème, c'est normal. Je ne suis pas en train de promouvoir un État sans législation, et que effectivement la relation au travail, vérifier si effectivement il n'y a pas un rapport de subordination, ça ils sont en droit de le faire. Après. La question Uber, je ne vais pas intervenir dessus, je n'ai pas de réponse à ça. Il y a une sorte de dualité aussi quand on interroge les chauffeurs qui veulent garder aussi leur indépendance, qui n'ont pas forcément envie de salariés, mais il y a aussi à inventer. L'idée n'est pas forcément de les salarier, mais c'est d'inventer aussi un régime de protection sociale pour les travailleurs indépendants, qui soit plus protecteurs, et ça c'est normal. Donc sur la robotique, il y aura peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais je doute, parce que la robotique, encore une fois, elle est déjà là. C'est-à-dire que c'est pas parce que le robot il est visible qu'on va commencer à mettre de l'URSSAF juste sur les robots visibles. Oui, mais les charges sociales, c'est pas que l'URSSAF. C'est-à-dire, tu pourrais dire, il y a la retraite, la santé, etc. Oui. Effectivement, tu vas pas prendre de la santé ou de la retraite ou du chômage sur un robot. Par contre, clairement, il y a deux problèmes. Le problème, c'est le remplacement, c'est-à-dire que à un moment on peut essayer de soutenir une filière, peu importe, en disant on va taxer ça pour soutenir une filière, ce qui est pas génial, mais ça peut arriver. Et d'autre part, il y a une rentrée d'argent qui va être grave en baisse
sur par exemple, on a parlé de l'électricité sur les voitures à un moment, quand ils prennent 70% de taxes sur un litre d'essence, quelque part, si on passe à tout électrique, ils perdent 70%. Donc, c'est vrai que, en fait, ça peut dépasser l'entendement, en fait. Ça peut, mais encore une fois, sur le sujet que je maîtrise un peu mieux, il n'y a pas de corrélation entre une société robotisée et le chômage. Bon, enfin, de toute façon, c'était juste une aparté, voilà. Au niveau de la boîte, si on parle un peu de l'évolution des métriques, vous avez levé 10 millions en 2019, une fois que le robot était déjà sorti, en fait. Il était sorti, mais il n'opérait pas. D'accord. Voilà. Donc pourquoi cette levée ? Cette levée, c'était justement pour passer dans une deuxième phase qui était sortir le robot du laboratoire pour le faire opérer. On en sait 2 dans des conditions réelles parce qu'il y avait un niveau d'apprentissage qui était nécessaire, c'est-à-dire de pouvoir opérer pendant 2 années dans des conditions réelles. Ça a été une formidable expérience. On n'a jamais fermé, ce qui a été une prouesse, et ça ne nous empêche pas d'avoir des pannes, mais en tout cas on n'a jamais fermé. Donc et il fallait financer, il fallait aussi financer la préparation des équipes, faire grandir, hein. Quand on a levé, on était probablement à cette époque peut-être une quinzaine de personnes, 20, donc il fallait aussi recruter de nouveaux métiers, et on a grandi l'équipe, voilà. Et donc là on repart en levée, on repart pour une levée là mais plus ambitieuse. Vous pourriez faire quoi de ce robot ? Donc, ouvrir des restaurants, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y aurait quoi ? Il y aurait la franchise, on en a parlé. Il y aurait peut-être une chaîne à vous ? Alors, parce que comment vous allez gérer la franchise ? Nous, on n'a pas vocation, on n'est pas des restaurateurs. Les restaurateurs, c'est un métier d'abord que j'apprends et qui est absolument incroyable et complexe et difficile. Donc, on sait qu'ils feront mieux que nous à gérer un restaurant. Donc, nous, on a 2 restaurants, ça nous sert de pilote. Mais le reste sera déployé par des partenaires, donc restaurateurs ou des sociétés qui voudront les déployer. On a aujourd'hui dans notre panier en fait plusieurs choses. On a la partie logicielle qui est très importante. On va sortir d'ici l'année prochaine un logiciel qui va être une couche qui permettra de gérer tout type de restaurant autonome. Donc déjà, ce qui a été construit aujourd'hui est une base suffisante pour demain plugger un restaurant et offrir un logiciel pour gérer tout restaurant autonome. Donc ça c'est quelque chose de très nouveau. Autonome que dans la pizza ? Dans tout. Tu peux plugger n'importe quel type de solution si tu veux automatiser ou semi-automatiser. On a tout ce qui est nécessaire pour créer des automatismes en termes logiciels. On est sur les 3 prochaines années que sur le projet pizza. Donc effectivement, en proposant ce qu'on appelle nous cette pizzeria plus petite, cette kitchen qu'on appelle la resize kitchen, donc plus petite à 25 mètres carrés, qu'on va lancer fin 2023 et vraiment pour une expansion internationale. À la fois sur une capacité plutôt de licence, où les gens utiliseront la techno, peuvent soit le mettre on leur offre soit des possibilités, comme on appelle, de l'opérer à travers la marque Pazzi, ou ils peuvent sur des gros marchés utiliser leur propre marque. Et après, on attaquera probablement d'autres sujets après. On est le 2e marché de pizza ? Oui. 2e, on mange 10 kilos par an par habitant. A priori, on mange plus de pizza que les Italiens, ce qui peut paraître étonnant. 140 milliards, je crois, C'est énorme. Parce qu'on mange des pizzas tout le temps. Il y a eu des concurrents. Il y a eu des boîtes comme Zoom, etc., qui n'ont pas tenu. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a d'autres concurrents ? Alors, concurrents, tu veux évoquer en techno, en automatisation. Oui, ça commence. Peu de boîtes, peut-être une dizaine, quinzaine dans le monde, ce qui est rien. En France, on est peut-être 2. Il y a 2 quand même ? Oui, il y en a une deuxième qui est sur les pattes, qui s'appelle Kala. D'accord. Il y en a au UK, il y en a une. Pas en pizza. Ouais, sur d'autres. Je parle en automatisation de la restauration. Et il y a quelques boîtes au UK qui sont soit sur la pizza, soit sur le burger, soit sur des bowls. Ce qui est plus facile. C'est plus facile. Nos concurrents en général ne font pas l'ensemble. Arrivent déjà avec des pâtes toutes faites. Font pas soit la cuisson, etc. Donc on est beaucoup, ce que je te disais, sur des machines beaucoup plus séquentielles qui ressemblent à des machines plus industrielles. Donc n'ont pas été au bout en fait d'une démarche, cette complexité de cuisine en fait. Mais c'est pour ça que je te dis c'est un monde qui est en train de grandir. Zoom a été très tôt, mais était sur un autre modèle, c'était sur un modèle logistique et ça a été plus ou moins un échec. Ils ont bouffé 375 millions. Donc ouais. Enfin, ils ont fait un beau succès de levée, mais voilà. Mais c'était. Mais en même temps, c'est l'histoire des pionniers en fait. Tu sais, quand tu démarres quelque chose, il faut vraiment intégrer le fait que ce qu'on fait c'est très neuf. C'est-à-dire tu vas dans l'inconnu. Forcément, tu prends plus de murs que les autres.
Et je me réjouis pas forcément. Plus on est, mieux c'est. Et tant mieux. Mais on apprend tous les uns des autres. Et je me réjouis pas des échecs des uns et des autres parce que ça pourrait m'arriver aussi. Bien sûr. Bon, après, ça c'est... plus on est, mieux c'est. Ça, c'est la façon cool de le dire. Si demain, tu as le même mec qui est en face de toi qui fait la même chose moins cher, c'est moyen, quoi. Oui, c'est sûr. C'est tout le défi de l'innovation. Jusqu'à quel point tu veux être aux pointes et jusqu'à quand tu lances ton produit. Mais on est assez sûr qu'on tient une techno assez renversante. Donc c'est pour ça aussi qu'on lève aussi des fonds là rapidement pour pouvoir justement l'accélérer et la mettre sur le marché le plus vite possible. Là, vous seriez quoi, en série A? En série B? Là, on va partir sur un montant de 30 millions. Oui. D'accord. Et ça a l'air... On vient de démarrer, donc confiant, toujours. Vous pourriez aller sur d'autres secteurs, on en a parlé. Donc, bon, les pâtes, oui, c'est facile. C'est encore plus facile, les pâtes. Faire les pâtes, c'est souple. Hamburger, c'est facile aussi, non? Burger, il y a de l'huile, il y a d'autres choses. Alors, deux choses. Je ne sais pas si j'ai envie de faire des burgers juste pour pas augmenter encore la quantité de viande à mettre sur le marché. Donc ça, j'ai un sujet sur la viande. Je sais que j'avais vu un reportage sur les cocktails. Oui. Mais je sais pas si elle existe toujours, la boîte. Oui. Alors après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui sont de l'ordre du showcase, tu vois, des sortes de, tu te démontres un robot peut faire un café, etc. C'est de la démo, en fait. Est-ce que c'est derrière, t'en fais un modèle? Est-ce que tu peux le déployer? Ça, c'est autre chose. Ça ne sera, mon sens, déployable que si tu intègres les gros marchés de la restauration, qui sont le burger, la pizza, toutes ces choses-là, qui là et derrière, tu as possibilité de scaler, de faire quelque chose qui peut s'étendre. Mais si tu t'attaques faire un café, par exemple, alors qu'il y a une simple capsule Nespresso, ça peut suffire. Je vois pas ce que peut faire un robot. À un moment donné, il faut aussi se poser la question de si tu mets un robot, pourquoi? En fait, tu as quand même investi sur du CAPEX en lieu et place d'OPEX, en fait. Mais si ton OPEX, il te coûte rien, autant prendre des choses beaucoup plus simples. Donc, il faut pas faut pas robotiser à tout prix, quoi. Non, mais le café sur une bonne machine, ça prend 20 secondes à faire et de toute façon, il faudra une personne. Oui. Tu en ressors beaucoup. La pizza, le hamburger, le cocktail, c'est quand même assez complexe. Je veux dire, moi, le cocktail, j'ai été barman, je sais pas combien de temps. Mec, il te demande 20 mojitos. Mais t'es barman, t'en es 2 ou 3, par exemple, c'est ça? Oui, tu vas sur un restaurant de burger, t'as peut-être 50 personnes qui y travaillent. Oui, bien sûr. T'as sur un restaurant de pizza, tu peux monter à une dizaine de personnes sur la restauration rapide. Donc effectivement, là, tu commences à avoir du sens à automatiser. D'autant plus que tu fais des séquences qui sont assez proches. Donc, à mon avis, les sujets vont être d'abord sur la pizza, peuvent être aussi sur le pain. Une maîtrise de la pizza peut t'amener aussi demain à pouvoir proposer à faire du pain, de la baguette, des choses comme ça. Suite à la maîtrise de la pâte, la maîtrise des cuissons. Donc, le marché est colossal. En fait, on est sur le marché de la restauration pizza, c'est 200 milliards. Le marché de la restauration rapide, c'est quasiment 800 milliards dans le monde. Donc, c'est énorme. Mais quand j'ai pas bien posé la question tout à l'heure, quand on vient te voir pour te dire, ou on t'écrit pour te dire, écoute, ça m'intéresse dans les centaines de demandes que tu as par semaine ou par mois, la première chose, ils veulent quoi? Ils veulent... ils ont déjà une structure, ils veulent peut-être remplacer... alors, je parle pas du côté théâtral, etc. Mais pour un gars qui a un pizzaïole, une pizza qui marche, etc., quand il vient te voir, quel est le premier pain point qu'il peut rencontrer pour venir changer et investir? Oui, alors en général, nous, ce qu'on voit, c'est que le restaurateur qui en dit « moi j'ai mon restaurant, je vais mettre un robot à la place », ça marche pas. Souvent, tu remplaces pas parce que il faut aujourd'hui, on a les systèmes qui fonctionnent aujourd'hui, nos clients avec lesquels on discute, c'est des gens qui veulent créer des nouveaux espaces, qui veulent partir de zéro parce qu'ils ont de l'expérience, qu'ils ont vendu une affaire, qu'ils ont vendu ils sont grands de la restauration rapide et qui voient tout l'intérêt du marché, de la solution. Ils veulent créer des espaces et déployer. Mais c'est pas nous, on n'est pas là pour dire, OK, j'ai vu ta pizza, je regarde tes mètres carrés, je vais mettre un robot à la place. On n'est pas là. Encore une fois, on n'est pas dans ce remplacement-là du tout. Moi, j'attaque pas la restauration traditionnelle. Elle n'est pas possible parce que du coup, les agencements sont pas faits pour toute la mécanique, parce que derrière, si tu investis sur un robot, note en plus la restauration italienne, là, c'est une restauration qui est beaucoup plus large que la pizza. Tu fais des pâtes, tu fais de la mozzarella, tu fais des plats, des entrées, des desserts, etc. C'est pas le même marché en fait. Nous, on est vraiment sur le marché de la restauration rapide. Est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose? On a terminé. Non, c'est bien. Question perso? Allez. Tu manges toujours ta pizza? Toujours.
Ouais. Ouais, Tu te toujours. limites ou tu en manges T'as peur de plus l'aimer? Parce qu'à un moment. Non, ça va. J'ai 2 pizzas que j'aime bien manger. La mienne, et je vais de temps en temps, j'ai ce petit moment de plaisir où je vais chez mon chef. Il habite dans le 95 et il me fait des pizzas incroyables. Et c'est des moments assez particuliers. Je passe 2 heures avec lui et un petit verre de vin, une bonne pizza. Et c'est un moment magique, en fait. Est-ce que, par rapport à tout ce que tu as fait, L'Oréal, etc., l'Asie, Hong Kong, c'est vraiment une période de ta vie où tu aimes ce que tu fais? Oui. Alors, pour 2 raisons. J'ai vraiment l'impression d'inventer quelque chose. Et ça, je pense, quand tu es dans un acte de création, c'est chouette. En fait, vraiment d'écrire une histoire nouvelle. Alors, relativement à une industrie. Je ne suis pas non plus en train de faire des sciences ou de la médecine, mais tu inventes quelque chose et tu as l'impression de sortir de l'ordinaire, de faire quelque chose d'extraordinaire au sens hors de l'ordinaire. Et pouvoir faire ça une fois dans ta vie, c'est chouette. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, j'aime ce que je fais. À quoi ressemble une journée type? Avec la pandémie, honnêtement, elle a tout changé. J'ai pas de journée type. Ma journée type, je me lève à 6 heures et je commence à travailler à 7 heures. Et quotidiennement. Et après, ça change parce qu'en fait... Tu rentres tard le soir? Pas si tard, mais je reprends après le boulot. Et donc, je travaille assez tard. Donc, je travaille beaucoup. 12-13 heures par jour, quoi. Je travaille jusqu'à 22 en général. Ça peut être parfois plus, mais je reviens toujours à la maison. Je mange avec les enfants, ma femme, etc. Et après, tu te mets à l'ordinateur et après, je reprends. Et week-end compris? Week-end, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive. Et la pandémie a beaucoup changé les choses parce que je dis souvent, j'ai 3 bureaux. On a nos bureaux dans le 77. Je suis un peu à Station F et parfois je bosse de chez moi. Et en fait, on fait ça avec beaucoup de confiance, sans trop de règles, avec toutes les équipes et chacun un petit peu. C'est assez sympa. Travaille un petit peu où il veut. Moi, je laisse beaucoup de liberté aux équipes d'organiser leur temps, en fait. Et ton rôle, c'est tu es un architecte? Ouais, un chef d'orchestre, architecte. Exactement. J'essaye d'avoir le train d'avance. Voilà. Et en même temps de focaliser les équipes sur les bons combats qui sont ceux de maintenant, mais aussi de préparer. J'adore travailler ce que j'appelle moi les temps courts et les temps longs. Enfin, il y a le temps court, il y a le temps long. Il faut être toujours sur les deux. Mais ça va assez vite pour toi? Ça va jamais assez vite. Ça va jamais assez vite et ça va jamais assez vite. Mais après, il faut prendre son mal en patience. Si tu réussis ta levée de fonds ou même plus, si c'est nos limites aujourd'hui, et que tu arrives à recruter je sais pas moi, 3 roboticiens encore meilleurs, si tu as l'intelligence au sein de Pazzi et le budget nos limites, tu penses que tu irais plus vite, ça serait le robot serait 10 fois mieux? J'irais pas tant de fois parce qu'à un moment donné l'argent ne peut pas trop acheter il y a du temps que tu peux pas acheter. En fait, il y a des cycles auxquels tu dois passer, tu vois, tu as des cycles d'itération, tu as un cycle industriel, parce qu'en fait on parle de la R&D mais il y a aussi tout le cycle industriel qui va avec. Donc tu peux pas tout acheter. Donc à un moment donné, la levée de fonds va te faire gagner peut-être une grosse levée te fait gagner quelques mois, te fait pas gagner des années. Et donc non, tout ne s'achète pas. Quelle boîte connue t'aurais aimé créer? Ça c'est une question compliquée. Je pense avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, on a du mal à se positionner sur les boîtes qu'on connaît de notre quotidien. Et j'en ai cité 2-3 qui m'ont semblé intéressantes. Wikipédia, je trouve ça fabuleux en fait, d'avoir créé C'est la première fois qu'on me le sort. Ah oui. Mettre à disposition du public le savoir de façon aussi magistrale, je trouve ça fantastique. Si demain j'avais pu créer cette boîte, j'aurais été vraiment heureux. C'est le côté quoi, collaboratif ou Non, c'est le côté mettre le savoir à disposition, le partager, et un savoir qui s'auto-entretient par ses contributeurs. Donc déjà, c'est un modèle qui est différent, mais c'est juste, voilà, en fait, qu'est-ce qu'on est... Après, je connais pas le modèle économique. Ils font des appels à dons assez régulièrement. Ils font des appels à dons. Est-ce que ça gagne de l'argent? À la limite, je sais pas. C'est là où l'histoire est belle. C'est-à-dire que le mec, il a créé ça, il s'est dit, OK, et je sais pas ce qu'il est, ce qui est fortuné, peu importe. Il est juste fortuné de la richesse qu'il a apportée au monde et du savoir et de ce qui permet de donner, quoi. Et aujourd'hui... Avant, il fallait se déplacer en bibliothèque pour comprendre tout ça. Maintenant, d'un iPhone, on a accès à cette information. Elle est imparfaite, elle est critiquable si tu veux, mais c'est immense.
Ouais, alors je pense après à 2 autres boîtes qui m'ont pas mal fasciné ces dernières années, alors qui sont beaucoup plus récentes. C'est Insect et Beyond the Meat. C'est des boîtes qui ont vraiment, pour le coup, travaillé, qui sont en train de proposer des vrais changements sur la façon de s'alimenter. Et ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que tu as une vraie contribution qui va aujourd'hui poser la question de comment tu t'alimentes, etc. Et essayer de changer les comportements des gens en proposant quelque chose de nouveau. Alors, Beyond Meat, non, mais hier, j'ai enregistré un épisode avec les nouveaux fermiers, Guillaume Dubois, épisode qui sortira bientôt. Antoine Hubert d'Insect, je l'ai interviewé, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a 10-15 numéros déjà. C'est un épisode passionnant aussi. Okay. Effectivement, c'est le point commun. C'est d'abord, c'est le bilan carbone, c'est plein de choses, quoi. Ouais. C'est une boîte incroyable, l'Insect. Hein. Exactement. Exactement. Et je suis assez fasciné par ce qu'ils ont fait, l'audace aussi, hein. C'est-à-dire, imaginez, on va faire des insectes. Alors, au début, je crois que l'histoire, c'était pour qu'on en mange nous, puis maintenant, c'est passé surtout pour l'alimentation animale. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. C'est-à-dire que là, pour le moment, ça permet, effectivement, l'alimentation animale. Ça permet aussi d'éviter la pêche à outrance. Et ils sont allés effectivement sur l'homme. Oui. Ils sont revenus en arrière et là ils vont rattaquer l'homme parce que il faut à un moment comprendre, démocratiser, quoi. Mais après on peut cuisiner. C'est-à-dire que tu as l'insecte, comme moi j'ai vu en Asie, et toi aussi j'imagine, où tu les as sur les marchés à manger comme ça. Oui. Ça, c'est un peu ragoûtant. Mais tu as la farine qui est un peu abstraite, que tu peux remplacer, et effectivement, elle, ouais, pourquoi pas, enfin, je sais pas, moi j'ai mangé, je crois que c'était au Vietnam, une soupe d'insectes, sans l'insecte, enfin, c'était une soupe à base d'insectes, mais tu n'avais pas les insectes qui flottaient, tu avais juste un truc, bon, on l'a su après, ça m'a pas, outre mesure, voilà. Ouais. Maintenant, si tu avais les insectes qui flottaient dedans, je crois pas que je l'aurais mangé, mais bon, c'est français, quoi, je sais pas, peut-être que les Américains nous appellent les bouffeurs de grenouilles, bon, voilà, je sais pas. Hein. Et ouais, je trouve ça très audacieux, en fait, voilà. À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler ? Alors, sans réfléchir comme ça, Obama. Fascinant. En fait, alors j'ai dévoré son autobiographie là, qu'il a écrite. J'attends qu'une chose, c'est le 2e tome. Mater Praise. C'était pas génial. Pas génial. Ben, c'est incroyable. Ça fait 3 fois qu'on me le dit. Et sur quelle Je sais pas, je l'ai pas lu. Okay. Ouais. Passionnante. Longue en fait. Elle est longue, mais elle est passionnante parce qu'en fait. Elle est sur probablement, et je l'ai rapporté à mon âge, elle décrit 10 années. 10 années de notre vie commune, sur lesquelles on dit souvent président des États-Unis, il gouverne une partie un petit peu du monde, tout ce qu'il fait a une influence. Donc tu comprends de l'intérieur comment ont été gérés, comment le monde a été quelque part gouverné pendant 10 ans, avec des détails qui sont absolument hallucinants. C'est un homme qui a affronté des crises qui sont sans précédent. Hein. Je pense qu'on se souvient pas, parce que je pense que ça a été plutôt bien géré en France, à l'époque je crois par Sarkozy, mais la crise financière, elle était catastrophique, et je crois que bien plus supérieure d'ailleurs que la crise liée à la pandémie. Et c'est surtout un homme qui me touche beaucoup, parce qu'il est assez en phase avec ses valeurs. J'ai beaucoup de défiance sur les grands génies qui derrière ont un comportement du quotidien qui est pas en ligne avec le génie dans leurs affaires, dans leur métier, et pourtant, il n'a pas été qualifié de grand président. Il est grand président par son charisme, par sa stabilité, parce qu'il a amené l'après-Bush, l'avant-Trump, une sorte de stabilité, mais ça n'a pas été retenu comme un grand président qui marquera... Ouais, je crois que c'est un peu tôt, l'histoire le dira, et j'ai la conviction de toutes les façons qu'un président ne peut pas faire tant de choses que ça. Si tu fais déjà 2-3 choses bien, qui marquent ton mandat, c'est déjà suffisant. Il a fait la réforme de la santé, qui est un sujet, mais qui, on vient en France, la réforme de la retraite, on n'arrive pas à la faire. La réforme de la santé aux États-Unis, c'est autrement plus compliqué. Il a réussi à la faire. Il y a eu Cuba, il y a eu la gestion de la crise financière. Il est arrivé, en fait, le premier jour, on lui a demandé de gérer ça. C'est-à-dire que c'est Bush qui lui a filé quand même la crise financière. Quoi. Ouais. Non, fondamentalement, et puis surtout, c'est quelqu'un qui a eu un vécu. Il y a 0 zone grise dans sa vie personnelle. Donc voilà, ce personnage qui arrive à avoir un équilibre vie pro, vie perso, ça me fascine. Ta plus grande fierté professionnelle ? La plus grande fierté, c'est celle-là. Parce que c'est pas dit, parce que j'ai l'impression de créer tous les jours, d'inventer ma vie. Tu es en ligne avec totalement aligné avec ce que j'ai envie, et pourtant c'est difficile, d'une difficulté inouïe, quoi.
C'est l'entreprise en même temps. Ouais, c'est l'aventure. C'est l'aventure, c'est compliqué. C'est ce que j'appelle souvent la vie d'entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel en fait. C'est-à-dire que la première bonne nouvelle, t'es euphorique, la mauvaise Mais nouvelle. là, est-ce que tu peux considérer que c'était plus facile parce que quand tu as voulu investir, enfin quand tu as rencontré tes deux associés, il y avait déjà quelque chose qui était fait. Si tu avais montré un deck avec 3 dessins et un truc en 3D, tu penses que tu aurais pu te lancer ? Peut-être pas. En fait, j'ai souvent, je dis souvent qu'on a du mal quand tu as à peu près 45 ans à faire de la pure création parce que je pense qu'on a trop de barrières. En fait, et ce que j'ai trouvé fascinant dans ces startups et si tu vois à peu près la tranche d'âge qui les gens sont ici à Station F, c'est quand même un lieu incroyable en termes de nombre de startups qui sont présentes, c'est que des jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à créer quelque chose de nouveau sur un marché, il faut la naïveté et les barrières que tu t'es pas mises sur ton métier, en fait. Et nous, on a trop de barrières. En revanche, tu vois que le projet est créé, aider ces jeunes-là à passer les étapes et à grandir, élargir leur champ de vision, ça, je pense que je peux faire et des entrepreneurs de mon âge peuvent le faire. Et en revanche, dire sur un marché qu'on va le faire totalement différemment, on a trop de barrières. Enfin, c'est ma conviction. Et voilà. Donc, je ne suis pas surpris d'avoir pris un projet déjà créé, quoi. Qu'est-ce qui t'énerve ? Pas grand-chose. Je suis plutôt assez calme. Donc, peu de choses m'énervent. L'anecdote, ce qui m'énerve souvent, c'est les gens qui font des présentations et qui lisent, en fait. Enfin, qui me disent, j'ai souvent leur dit, arrêtez de me présenter, je vais lire votre document. Si vous avez écrit les choses suffisamment bien, ça me suffit. Mais j'ai peu de choses qui m'énervent, en fait. Enfin, je parle dans la vie professionnelle. Après, dans la vie autre, oui. Plein de choses qui peuvent m'énerver. Mais dans la vie professionnelle, ça va. Est-ce que tu peux me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle si tu avais 3 clichés, 3 photos à poser sur ton frigo, des endroits, des moments de ta vie qui t'ont marqué. Si tes enfants te proposent 3 vies de la photo de papa, 3 étapes professionnelles. Hein. Ouais, la première quand j'ai 27 ans et on m'attribue probablement une des plus grandes marques de produits solaires. J'étais inconnu, j'étais tout jeune et je prends la distribution de cette marque. Je trouve que c'était vraiment un changement pour moi. Ça a beaucoup changé de choses. Du coup, parce que derrière, je te dis, la suite, ça a été L'Oréal. Le deuxième, ça a été mon entrée chez L'Oréal et ma sortie aussi chez L'Oréal. Je trouve que c'est l'idée de sortir comme ça, ce choix un peu étonnant. Mon entourage comprenait. Certaines personnes ne comprenaient pas, d'autres oui. Ma femme a vraiment compris, mais mon père comprenait pas trop, il aimait bien la sécurité du grand groupe et donc voilà, de quitter les choses quand tout va bien. Mais c'est ce que je te disais, c'est que mais à un moment ça va comment t'expliquer, tu parlais de 40 tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, oui. Qu'elle soit dans le couple ou le couple, c'est quoi? C'est de dire à un moment je pourrais être heureux mais je le suis plus tellement. Est-ce que la femme qui se réveille avec moi tous les matins, est-ce que je suis à 45 ans, est-ce que j'ai envie de faire la deuxième partie ou la dernière partie de ma vie avec la même à côté? Donc je plante tout, j'y vais, etc. C'est ça la crise de la quarantaine, c'est un moment, c'est une remise en question des acquis, de tout ce qui va bien. Professionnellement, moi je sais, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas terminé ma phrase, mais j'aurais peut-être pas le courage, au moins financièrement, sur un poste qui est quand même, j'imagine que tu étais très bien payé, de dire bon, je balance tout. Et je vais là, j'aurais peut-être fait les deux en même temps, parce que je suis un gros travailleur. C'est ce relais que j'aurais aimé. Moi, j'aurais fait ce relais, en fait. J'aurais gardé un et j'aurais aidé l'autre. Oui. Toi, à un moment, il faut que tu fasses all-in et que tu ailles direct, quoi. Oui, et en plus, je regrette pas. Tu es l'homme d'une seule tâche. Oui, j'ai l'homme. Ouais. Tu pourrais jamais me mettre consultant, en fait, hein, c'est pas possible. Je peux pas travailler 3 mois sur un projet. J'ai besoin d'abord co-créer avec les gens et de développer et voir la chose aboutir. Tu vois, je peux pas aujourd'hui faire des recommandations, dire à quelqu'un ce qu'il doit faire et partir. J'ai besoin de faire avec les gens et de voir grandir les choses. Ça, c'est fondamental. Et après, vu l'énormité de la tâche, c'était pas possible de le faire à temps partiel ou un peu de façon lointaine. Je devais m'impliquer à 100%. Du hobby, sport? Sport, pas mal. Beaucoup de courses. Ouais. Et tous les jours? 4 fois par semaine. Ah oui? Ouais. Matin avant d'aller travailler? Ouais, là, ce matin à 6h15, j'étais dehors sur les quais de Seine. Combien? Une demi-heure? C'est variable. J'ai un plan d'entraînement. Ça peut durer. Ouais. Tu fais des marathons après derrière ou... Ouais. Ah oui? Voilà. D'accord. Et je me suis mis au triathlon il y a quelques années. C'était aussi sympa, ça.
Hobby ? Hobby, beaucoup de lecture. Il faut que je lise tous les soirs. Ça, c'est bien. Question d'après, donc, quel est le bouquin sur ta table de chevet ? Alors, il y en a à part un. Obama. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué là récemment, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Je ne sais pas si tu connais, bouquin absolument incroyable, américain, une autrice qui parle finalement du vécu de sa mère notamment, et c'est un bouquin extrêmement touchant, extrêmement féminin, violent, dur, extrêmement dur, mais d'une poésie absolument fabuleuse. Donc ça, c'est un bouquin, dès que je vois quelqu'un, je lui donne ce livre, en fait, donc je le partage. Donc et après, si j'avais un bouquin à emmener quelque part avec moi, c'est Le Monde d'hier de Zweig. En fait, c'est un bouquin absolument d'une écriture sublime, avec ce qui m'a toujours fasciné chez certains auteurs, c'est la capacité de discernement, tu vois, d'avoir une lecture du monde avec du recul pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde, le monde qu'on quitte, le monde qui va devenir, et avec toute sa tristesse. À l'époque, effectivement, c'est le dernier livre qu'a écrit Zweig, et ouais, c'est un très beau livre. Oui, c'est une capacité d'observation aussi. C'est vrai que il y a des auteurs qui ont ça, quoi. Je fais la transition avec la question juste un peu d'avant. Film ou série, tu parles de lecture, ce qui signifie que le soir, tu es plutôt lecture, film, série, ou les deux. Je peux faire les deux, mais je rarement un soir sans lire. Alors qu'il y a des soirs où donc tu travailles jusqu'à 22h, ensuite tu vas te mettre au lit et tu prends un bouquin. Ouais, et si certains soirs je travaille pas autant, je peux regarder une série ou un film. La dernière série, par exemple ? Alors, la dernière série, là, je suis sur Succession. Ah oui. Fantastique, Succession. Marrant, elle est dingue, cette série. Je crois qu'il y a la 3e saison qui est sortie ou sur Canal ou sur OCS, je sais plus. Elle est sortie, ouais. Mais par contre, je crois qu'il y a que 2-3 épisodes encore qui sont. Il y a pas encore. Moi, j'attends qu'il y ait tout pour tout voir d'un coup. Oui, j'ai commencé à voir. Il me manque encore l'épisode d'hier, en fait. C'est quoi c'est le 3e saison, tu es ? Ouais, je suis à la 3e saison. Ah ouais, c'est incroyable. Mais après, la série la plus emblématique pour moi, c'est West Wing. Voilà. Oui, Maison Blanche. Ouais, s'il y a quelque chose de... Ça se rapproche d'ailleurs d'Obama, c'est assez intéressant. J'appelle ça une utopie du réel, c'est-à-dire qu'on est dans des situations extrêmement réelles, avec des prises de décision du réel, et en même temps, on a... Avec Martin Sheen, le père de Charlie Sheen. Et on a des gens qui sont des gens de bonne volonté. En fait, des gens qui veulent faire le bien et qui sont empêchés, qui ont vraiment une volonté de bien faire. Donc on est dans quelque chose d'utopique, c'est pas des gens cyniques, etc. Mais donc et c'est fantastique de voir ça. Une écriture, Aaron Sorkin, qui est le créateur de la série, un des meilleurs. Quoi. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi ? On pourrait penser à Antoine Fine. Donc c'est le créateur du fonds Utopia. J'ai connu à l'époque quand ça s'appelait Otium. Et après, du coup, le fonds, il a créé un nouveau fonds. Donc, c'est plus un family office, donc Antoine, avec vraiment un pitch hyper intéressant, à la fois sur les marques. C'est souvent un milieu assez délaissé. Hein. Les fonds sont beaucoup sur la tech et lui, il va effectivement sur les marques. Et avec un côté RSE qui est très, 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 très marqué, d'impact, en fait. Et c'est devenu un de nos investisseurs au précédent tour. Et il a une vision d'abord du métier du VC qui est très, très, je trouve, très nouvelle. C'est le VC traditionnel est en recherche constante de la licorne. Et lui, il préfère dire avoir 15 boîtes dans son portefeuille qui fonctionnent bien plutôt qu'une licorne. Je trouvais ça une approche assez un petit peu différente des attentes, en fait, sur les retours sur investissement. Et surtout, avec leurs équipes, ils mettent beaucoup en avant le RSE et ils mettent en application plein d'ateliers, plein de choses pour nous pousser à aller beaucoup plus loin sur le sujet. Et du coup, ça mobilise. Et ils ont construit en quelques années un portefeuille absolument incroyable de marques. Et donc peut-être Antoine. Je te pose la dernière question du podcast, on a terminé. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments ou la recette ou les ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé. Quelle est la combinaison pour devenir Philippe Goldman ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu t'es construit ? Alors, il y a à la fois, je pense qu'il faut beaucoup croire en soi. Il y a une histoire de confiance, en fait, t'as pas de barrière, en fait, tu peux y arriver. Et en même temps, je pense qu'il y a
pas souvent entendu d'entrepreneurs, je ne sais pas s'ils y pensent, c'est de l'insouciance. Je pense qu'il faut être insouciant pour prendre ces décisions par moment de ta vie, de faire des choix. C'est-à-dire que si je mets du rationnel sur ces choix, tu le fais pas en fait. Donc, je pense que l'insouciance, je me caractérise pas mal sur un certain nombre de sujets. En fait, ça s'appelle, l'entrepreneur, c'est l'aventurier. Ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que si tu commences à imaginer un voyage, une aventure, c'est tu as juste le départ et tu sais pas où tu vas dormir, ce qui va se passer le lendemain, quoi. Comment ça va se passer. Si tu prévois tout depuis le début, c'est plus une aventure. Exactement. Il faut vraiment être prêt à ça. Mais c'est des caractères. Hein. Ouais. Moi, j'en suis pas, par exemple. Et après, je pense qu'il faut une bonne dose de résilience. Donc ça, c'est assez fréquent, je pense, chez les entrepreneurs. Oui, c'est bien sûr. Je dirais chez moi, ce qui me caractérise, c'est l'énergie. Une énergie qui, du coup, qui est au-delà de la résilience. La résilience, ça te permet de tenir. L'énergie, ça T'es jamais fatigué ? Non, et ça permet de mobiliser, en fait. Ça permet de mobiliser les gens autour de toi, en fait. L'énergie, c'est quelque chose que tu transmets. La résilience, c'est difficile à transmettre. C'est très personnel. L'énergie, du coup, ça permet comme un effet d'aimant où tu t'entoures de gens et les gens viennent et te donnent et tu transmets de l'énergie. L'énergie, ça se transmet. Donc, tu peux remobiliser les troupes. Oui. Tu peux me remotiver un salarié ou tu t'es jamais dit je vais pas y arriver ? Si, mais ça dure pas très longtemps. Ça peut durer, tu vois, septembre dernier, j'étais pas bien. Et du coup, c'est vrai que ça, comme les gens ont l'habitude de me voir avec énormément sourire, d'énergie, du coup ça se voit et du coup ça peut avoir un effet négatif. Donc c'est assez rare, tant mieux. Parce que, et ce qui aussi contribue à ce côté un peu porter un petit peu la boîte sur tes épaules, parce que tu sens que tu tiens beaucoup grâce à cette énergie-là, et les gens aussi comptent là-dessus. Donc, mais c'est un effet assez mobilisateur. Et tu pourrais être déprimé d'un soir, en fait. Ouais. C'est-à-dire que des fois ça va pas du tout, et puis le lendemain c'est une autre journée, quoi. Ouais, exactement. Ouais, je suis comme ça, moi aussi. Exactement. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et après, ce qui est peut-être important, sans encore rentrer dans les détails, c'est de connaître ses points forts, en fait. Je pense que ça prend quasiment une vie, enfin, la moitié d'une vie, on va dire. Ça prend la moitié d'une vie de connaître ce en quoi tu es bon. Et c'est hyper important de le savoir. Parce que c'est ça qui va te distinguer, c'est ça sur lequel tu vas... L'essentiel, c'est pas être bon sur tout. On n'est pas des... Ouais, tu peux connaître là où tu es bon, mais connaître là où tu n'es pas bon aussi. Mais connaître là où tu es bon, et vraiment le savoir... Je pense que je l'ai su vers 35, 38 ans. 38 ans, je commençais à dire ça, je sais que je le fais mieux que les autres. Ça, c'est intéressant. Voilà. Écoute, on a terminé. Déjà, on avait un bon contact au téléphone. Je t'avais contacté, tu m'avais répondu tac au tac. Ouais. D'ailleurs, c'était sympa. Écoute, on a eu un bon contact. Hier, on a passé une bonne soirée, une super soirée avec cette bonne pizza. Ça va frustrer ceux qui ne sont pas parisiens, mais je mettrai les adresses des deux restos. Il faut absolument voir les vidéos et venir manger. Et écoute, je me suis régalé. Moi aussi. À bientôt. Merci Frédéric. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.